toute la religion, c'est un mindset à part entière. En vrai. Tu appliques des process, tu crois au process, c'est une forme aussi d'entrepreneuriat, c'est un chemin à suivre. Ici, je pense qu'autour de cette table, personne n'est motivé par l'argent, même si quand on travaille, on a forcément besoin d'en gagner parce qu'on a tous des familles. Je lui dis, mais t'as LinkedIn, tu fais. Ouais, mais Tombé, ça fait au moins un an, j'ai pas touché. T'es freelance. C'est comme si ton restaurant, on sait que tu fais de la bonne bouffe et tout, mais la vitrine elle est dégueulasse. Bon là, on a voulu tester un nouveau truc, les mecs. On a voulu mettre Café Crème histoire de faire un peu de branding. La pause café. C'est bon, on peut dire la pause café. C'est la pause café, bien sûr. On a même un générique maintenant, les gars. Donc ouais, là, dans cette vidéo-là, il y aura le générique. Ouais, la pause café. La pause café. Ouais. C'est bon. C'est-à-dire que vous appliquez, vous mettez en pratique les conseils que vous avez donnés dans le précédent podcast. Exactement. C'est grâce à fort. Mounir. Mounir, c'est the brand master. Merci. Bon, j'espère qu'aujourd'hui, cette fois-ci, la vidéo ne sera pas effacée. Normalement, non. Et que. Parce qu'en fait, notre ami, il se casse au Népal, là. Ah oui, c'est vrai. Ouais, il a dit que c'est fini Dubaï pour lui. C'est parce qu'il a fait l'erreur ou c'est parce que. Non, c'est lui parce qu'il m'a dit ça se fait pas, Imran. C'est un digital nomade. Donc okay. En tant que digital nomade, la vie sera meilleure au Népal et avec les euros. Donc les Népalais, c'est ça. Et les Népalais, ouais. Ok. Sympa. À la frontière indienne. Bon, bah enchanté. Mounir. On se connaît maintenant. Mounir, c'est un fidèle de la pause café. Je pense même qu'on va faire un duo maintenant. Il y aura deux hosts. On va en faire plein. On va essayer d'inviter pas mal de gens. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent passer sur Café Crème, contactez Mounir. Le podcast, parce qu'il y a que des gens intéressants autour de nous. On veut que des entrepreneurs intéressants. Ouais, il y en a plein. On va les ramener. Venez si vous voulez. On fait des podcasts sur Paris. Sur Paris ou à Dubaï. Ouais, Dubaï. Ça dépend de Samir. Samir, il est jamais. Il est pas souvent là. J'essaye de venir autant que possible. Et je t'avais dit, ce n'est que partie remise sur LinkedIn. Donc ouais, tu vois. Là, on est là. Il est revenu. Il est bien là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on le fait. On a les retours express. Même si les délais sont très très courts, mais ils sont courts. Et en plus, on ne pourra pas être les gars naturels comme la première fois. Ouais, si, on va tout faire. Enfin, les thématiques qu'on va aborder seront différentes du coup. C'est difficile de réaborder les thématiques de la dernière fois en mode naturel parce que c'était vraiment une masterclass qu'on avait délivrée. Ouais, d'ailleurs, dans le post, les gens ils avaient tout ce qu'ils fait en mode est-ce qu'il y a forcément l'audio on a pu récupérer l'audio par hasard, mais même l'audio on a rien récupéré. Okay. On a récupéré 3 heures. Mais de toute façon, c'est tout le temps des masterclass. Hein. Là, il y a 2 jours où on a passé 3 heures ensemble. Je lui ai dit, on avait juste à mettre une caméra. Ouais, c'est vrai, c'était lourd. Mais je pense qu'on va faire un concept comme ça aussi. En extérieur, plutôt. Ouais, pour changer un peu de. Il y a des idées, t'inquiète. Ouais. Après on fera le montage pour couper des trucs mais sinon on peut tout garder. Ouais, ok. Ouais, c'est vrai. Vous savez, il y a un sujet que je voulais aborder avec vous, les gars. Ouais. Et un sujet qu'on a parlé la dernière fois rapidement, mais c'était la notion de tawakkul. Vous vous rappelez? Okay. Ouais. Parce que tout à l'heure, je parlais avec Waldi, qui est un entrepreneur aguerri aussi et qui est dans le domaine du content, enfin, il est dans le domaine du sales, lui, mais il fait beaucoup de contenu en ce moment. Parce qu'il sait qu'aujourd'hui, créer du contenu, ça va être très important dans les années à venir, je pense, en tout cas. En tout cas, on y est c'est dans le thème, mais le contenu professionnel est important. Et on parlait de notion de tawakkul. Et je lui disais qu'il y avait 2 notions de tawakkul. Déjà, j'aimerais bien avoir votre définition du tawakkul, même si on l'a tous, mais la définition du tawakkul par rapport à votre business et par rapport à votre installation à Dubaï. Ok, bah écoute, tu vois, je te laisse. Ok, la définition de tawakkul pour moi, c'est vraiment pour certains sujets ou pour tous les sujets même, placer sa confiance totale en son créateur. Et c'est se dire, finalement, je vais lui demander ce qui est meilleur pour moi. Et donc, peu importe ce qui va advenir, c'est forcément un bien pour moi. Même si, sur un minimum local, un peu raisonnement mathématique, je vais me dire, finalement, la situation, elle est inconfortable. En fait, au global, ça m'a peut-être préservé d'un mal ou de quelque chose d'autre. Donc, je vais, sur certains sujets, m'en remettre totalement et avec sincérité et me remettre dans les mains de Dieu, quoi. Et peu importe la religion, hein, ça c'est des notions. Je pense à une amie, à Alice, elle se reconnaîtra, qui m'a parlé de ça justement, sur le fait que elle est freelance, enfin elle est pas freelance, elle est consultante, pardon, et elle a changé de mission, et elle me disait en gros, elle a demandé, en gros tout simplement, elle a demandé dans ses invocations. Elle est catholique, je crois, ou protestante, je sais pas. Pardon, je m'excuse. Mais en tout cas, vous avez compris le message. Et ils ont cette notion aussi. Et du coup, elle a dit sur le moment même, je ne comprends pas en quoi c'est un bon choix, mais je pense que, donc ça rejoint ce que tu dis, Mounir, dans l'ensemble, c'est quelque chose qui me sera bénéfique. Je ne sais pas encore pourquoi, mais c'est vraiment ça. En fait, c'est placer peut-être une confiance qui est limite aveugle, en se disant... Même si je vois pas les fruits maintenant, je les verrai à un autre moment. Et il y avait un post qui tournait pas mal sur les réseaux, c'est si tu as des plans, Dieu a des plans meilleurs que ceux que toi tu t'es mis. Tu t'es fixé. Tu t'es fixé à toi. Ouais, souvent en fait quand tu regardes au global, tu vois que finalement quand tu as la vision
bah, tu vas vers ta vision, peu importe le parcours, même s'il est semé d'embûches. Et au final, oui, il y a des moments inconfortables, il y a des choses qui vont pas forcément bien se passer, mais si à chaque fois tu t'en remets à Dieu, au final, le God's plans, comme on dit, et ça se passe. Et il y a aussi, je pense que pour l'entrepreneur, c'est étroitement lié à la notion de risque. Et donc du coup, ce qu'on va t'attribuer, en gros, ta part dans ce monde on va dire, d'argent, et pas forcément... De business, même si tu parles de pas en argent, c'est des business, de rencontres, de relations. Il y a une phrase qui revient souvent chez les personnes qui se lancent, c'est le fait de se dire ouais, mais moi, vous ça a marché, moi ça marchera pas. Exactement. Mais en fait, nous ça a marché parce qu'on a fait la cause. On a fait les causes pour se lancer et pour se dire peut-être qu'on y arrivera pas, peut-être qu'on y arrivera. En tout cas, on a mis la confiance pour y arriver. D'accord, donc c'est une notion principale, une notion primordiale pour moi d'un entrepreneur. Et c'est pour ça que dans le tawakkul, il y a deux notions. Il y a le tawakkul que tu disais, toi, Mounir, c'est-à-dire tu te lances aveuglément, Samir, pardon, tu te lances aveuglément et tu advienne que pourra, et forcément il n'y aura que du bien. Et tu as la deuxième notion de tawakkul qui est aussi liée à la première, c'est tawakkul, c'est-à-dire en gros, c'est tu fais les choses, d'accord, imagine que tu es malade. D'accord, donc tu vas faire les choses, donc tu vas aller voir le médecin, tu vas aller voir le thérapeute, etc. Et ensuite, peu importe le thérapeute ou le psychologue ou le médecin que tu seras parti voir, dans tous les cas, in fine, ça sera Dieu, le Créateur, qui va faire en sorte que ce que tu as voulu, tu l'as. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait tu vas faire les causes, et d'autres ils vont dire non, moi je fais pas de cause, et j'y vais comme l'oiseau, parce que pour le fait de Salam, il donnait l'exemple de l'oiseau avec sa subsistance. T'as le poème aussi de l'imam Shafi'i, exactement. Ouais, c'est ça. Et comment vous pouvez craindre la pauvreté alors que c'est Allah qui donne le risque. Je pense des traductions rapprochées. On mettra la traduction avec mon arabe approximatif, mais en gros, oui, c'est ça. C'est une sagesse. Exactement. En fait, tu ne peux pas. L'oiseau ne craint pas sa subsistance, alors qu'il y a des vautours, il y a des aigles autour, et qu'il va voyager, il ne sait pas forcément où il va. Et ça, il y a plein d'apprentissages, je pense, à tirer. Je pense d'un point de vue spirituel et aussi d'un point de vue personnel, parce que parfois on disait, ouais, c'est ceux qui disaient que même toute la religion, c'est un mindset à part entière en vrai. Quand tu creuses, et c'est pour ça que il y a la discipline, il y a l'organisation, il y a plein de choses qui entrent en jeu là-dedans, mais quand tu appliques des process, tu crois au process, c'est une forme aussi d'entrepreneuriat, c'est un chemin à suivre. Exactement. Qui te permet d'atteindre des objectifs. C'est un lifestyle. Ouais, et les gars, c'est pas du prosélytisme, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Ouais. Non, après, là, on parle à cœur ouvert. On parle à cœur ouvert, on va dire. Et c'est important parce que aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est un mindset aussi. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, parce que beaucoup se frustrent en disant, mais en étant musulman, ou en étant chrétien, en étant juif, ce que tu veux, non, tu as un modèle à suivre, un mode à suivre. Mais est-ce que c'est compatible avec l'entrepreneuriat, le fait d'être... Tu sais, parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est quoi? Tu passes beaucoup de temps tout seul à réfléchir, pas beaucoup de temps avec ta famille, tu fais beaucoup de sacrifices au début. Aussi, et donc, tu te dis, est-ce que c'est un mode de vie compatible avec la religion? Parce que tu vois, voilà. Ça me fait penser à une rencontre qu'on a faite ici sur Dubaï, et tu auras peut-être l'occasion de rencontrer cette personne. Je vais pas la nommer parce que je sais pas si elle va être nommée ou pas. Mais tu sais, qui te disait, en fait, ça fait plaisir de rencontrer des entrepreneurs qui ont gardé certaines valeurs et certains principes, parce qu'on a l'impression que les deux ne sont pas compatibles. Et après, il y a autre chose aussi qui est important. C'est toi, Mounir, qui me le disais, genre il y a 2 jours. Tu me disais quoi déjà il y a 2 jours? Tu me disais oui, une réussite pour combien d'échecs? Et en fait, les gens communiquent énormément sur les réussites aujourd'hui, de nos jours, et c'est normal. C'est ce qui nous fait plaisir, c'est ce qui motive les gens, c'est ce qui vend aussi si on parle de personal branding. Si on en revient à votre podcast que j'ai pas vu dans son intégralité, mais j'ai eu la chance d'avoir quelques extraits. Mais pour combien d'échecs? Et en fait, les échecs, on les partage pas forcément. Du coup, les gens qui sont autour de nous vont se dire ouais, en fait, oui, mais toi, tu as eu de la chance parce que, je sais pas, Café Crème, ça a marché. Mais il y a eu combien d'essais avant, combien d'échecs, on va pas parler des trahisons, on va pas parler des choses qui nous arrivent au quotidien, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Mais l'entrepreneuriat, c'est pas un long fleuve tranquille. Ça sécrète une certaine dopamine, c'est pour ça qu'on est entrepreneur, mais tous les jours, moi je me rappelle à l'époque où toi tu étais incubé à Station F encore, il y avait quelqu'un qui avait levé, je crois, 5 millions dans la semaine, et qui avait dit... C'était comment ça s'appelle, Starter Foundation, le truc, ton incubateur. Le fondeur.
Ouais, c'était le founder, je crois. C'était dans les locaux à Paris Centre. Bref, en tout cas, il avait levé 5 millions dans la semaine et il disait, il n'y a pas un jour où je me dis pourquoi tu as fait ça et pourquoi tu n'arrêtes pas tout et tu reprends une vie normale parce qu'en fait, tu as beaucoup de pression au quotidien. Et les gens de l'extérieur ne le comprennent pas forcément. Les gens pensent que même dans notre famille, tu vois, genre les plus proches, te disent mais pourquoi tu choisis ce chemin-là et tout. Et surtout quand il y a des entrepreneurs, on va dire, qui n'ont pas le choix parce qu'ils ont choisi la voie de l'entrepreneuriat très tôt. Et là, en l'occurrence, tu comprends qu'ils n'ont pas d'autre choix. Et tu en as d'autres qui ont un background, qui ont, je sais pas moi, des études, qui ont d'autres opportunités qui peuvent leur permettre de générer des revenus plutôt stables. Et là, les gens autour de toi, moi je me rappelle de Mounir en 2020 où ça avait bien fonctionné. Et il y a ma mère qui lui dit mais pourquoi tu trouves pas un CDI, tu vois? Il a envie de lui dire mais genre avec un CDI on va pas parler de revenus, mais parce que pourtant c'est une entrepreneuse dans l'âme, ouais. Dans l'âme, je sais pas si on dit entrepreneuse, ouais, mais en gros elle a fait, tu te rappelles de ça? Elle a fait plein de trucs, ouais, mais elle me le disait régulièrement, elle me l'a dit même récemment, hein. Pas qu'en 2020 ou pas qu'avant. Ouais, parce qu'en fait c'est des cycles. Mais en fait des parents. Eux voilà, parfois t'as ça, et pour revenir à ce que tu disais avant, t'en as qui sous couvert d'ascétisme, parce que la religion veut qu'on soit détaché en partie de l'argent, se disent non mais c'est forcément entrepreneuriat, argent, course aux richesses. Non mais on te dit pas d'être statique, on te dit va chercher ton esprit, bien sûr. va bats-toi, essaie de créer des choses. Ici je pense qu'autour de cette table personne n'est motivé par l'argent, même si quand on travaille, on a forcément besoin d'en gagner. C'est clair. Parce qu'on a des gens à payer, parce qu'il y a des salariés, parce qu'on a tout simplement envie d'avancer nous aussi. On a tous des familles. Ne serait-ce que les préfixes avec les préfixes. Ouais, voilà, exactement. Mais c'est pas, je pense, notre leitmotiv à tous autour de la table. C'est plus des gens, et les gens que j'ai rencontrés qui faisaient réellement des choses. Je pense que ce qui les motive, c'est vraiment le levier de motivation, c'est vraiment accomplir des choses nouvelles, belles, complètes, et dont on est fier. Tu sais que ça, tout le monde ne le comprend pas vraiment. Hein. Parce que moi, il y a une personne avec qui j'ai une discussion il y a 2-3 mois où on parlait d'un contrat, peu importe. Et je lui expliquais que... en fait, j'essayais de lui expliquer dans une renégociation d'un contrat que je faisais pas ça pour l'argent. Il me dit, tu fais ça pourquoi? Pour le fun. Et en fait, les gens ne comprennent pas, parce que je comprends que c'est un concept qui est difficile à comprendre, mais en gros, ne serait-ce que de gagner des relations, bien sûr, il faut que la rémunération elle soit juste, mais découvrir de nouvelles personnes, faire de nouvelles choses, s'essayer à de nouvelles activités, revenir à une ancienne activité qu'on a pu avoir auparavant, tout ça, ça peut être des choses qui te motivent, ou ne serait-ce que derrière, aller réétoffer son réseau pour derrière avoir des ambitions qui sont un peu plus grandes. La motivation ne peut pas être... l'argent ne peut pas être la seule motivation. Comme je dis, il y a des cycles. Vous, ça fait combien de temps que vous entreprenez? Depuis longtemps. Voilà. 2016. Ouais, c'est pour ça. 8 ans. Moi, c'est pareil. C'est 2016 à peu près. Ouais. C'est-à-dire qu'au début, tu vois, je vois bien que c'est des cycles parce que déjà, par rapport à l'âge aussi, c'est important. Mais au début, tu fais ça dans le sens pour l'argent. En gros, quête de liberté et quête de revenus plus élevé parce que tu sais que tu peux pas l'avoir dans ton contrat normal. Ça, moi, c'est au début, en tout cas, c'était mon leitmotiv. Après, surtout la liberté. En fait, plus les étapes passent, aujourd'hui, pour te dire, nous, notre écosystème, il représente 15 millions d'euros de chiffre d'affaires et à peu près 65 salariés. Et là, 65 salariés, tu as des familles, t'as des sœurs, des responsabilités. tu as des stagiaires, tu as des jeunes qui se lancent qui nous ont fait confiance après leurs études. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire que je ne peux pas demain faire un faux pas dans mon activité car je risque de mettre en péril la vie de toutes ces personnes. Toute la vie de toutes ces personnes. Ouais, donc, si t'en fais, en tout cas, tu as besoin de rebondir très très rapidement. Exactement. Et il faut trouver des solutions rapidement. Et est-ce que tu dis, Mounir, Samir, excuse-moi. On a switché, en fait, il faut comprendre qu'on a switché entre les deux. C'est ça. Et Mounir, il a toujours l'habitude d'être ici. Et pourtant, je passe plus de temps avec Mounir. On fait des petits pièges. C'est ça. Non, mais Mounir, je le reconnais facilement, t'inquiète. En plus, on a bien discuté à la fin. Et du coup, je disais, qu'est-ce que je disais ? J'ai oublié. Oui, un écosystème qui vit de cette organisation. Non, mais je veux dire un truc. Pas de faux pas. T'as pas de faux pas, sinon il faut bien rebondir. Il faut bien rebondir. Non, mais je veux dire un autre truc. Zut. Ça va revenir faux pas. T'as le cerveau, là, il bug, là. Tac, tac. Entrepreneuriat. Faux pas. Je pense qu'il y a trop de monde autour. Les cycles. Donc, je parlais des cycles. Ouais. Okay, cycle 1, cycle 2, etc. En fait, là où tu vas. Un point que tu disais, c'est que c'est pas que l'argent, effectivement. Et aujourd'hui, je peux négocier des contrats à Dubaï
qui vont me rapporter 0 €. Et c'était le cas il y a peut-être 3-4 jours. J'étais en train de me battre pour un de mes consultants, pour la marge que j'avais. En fait, cette marge-là, je ne peux plus la conserver parce que j'ai eu des problématiques tout autour de mon système, qui fait qu'aujourd'hui, je me bats pour 4-5 consultants, au final, rien touché. Mais, et mon gars, il me disait, c'est mon associé, il me dit, mais frérot, mais lâche, revends l'activité. Et je lui dis, mais je revends l'activité, mais je revends aussi mon réseau. Et en fait, moi, je me dis, aujourd'hui, je préfère effectivement avoir mon réseau qui est clean et faire du networking et que les gens sachent que je me bats pour eux. Et même si je gagne rien derrière, et je gagne vraiment rien derrière, tu vois, mais je me dis, au moins, mon réseau, il est préservé. Et comme tu as dit, c'est le fait de se dire, je fais pas ça que pour l'argent. C'est aussi pour des relations humaines et des relations sociales, tu vois. C'est ça, et ne pas confier tes consultants à n'importe qui parce qu'ils te font confiance à toi et que même si tu accomplis beaucoup pour eux au quotidien, tu peux pas. Forcément, si tu as un lot de consultants que tu accompagnes, je pense que tu te bats pour eux et puis t'as pas envie non plus ni de les perdre eux, ni ton réseau. Bien sûr. Et peut-être que tu as une vision et tu sais où est-ce que tu veux aller dans quelques années. Et comme ça revient au Tawakkul, pour finir ce sujet, c'est-à-dire que le fait que je gagne pas d'argent sur ces affaires-là, peut-être que j'en gagnerai sur d'autres affaires que eux vont m'apporter. Parce qu'au final, on reste sur une relation de confiance et derrière, ils ont un contrat ou un truc, ils vont dire, Imran, tiens, j'ai pensé à toi. Hop, ça va m'ouvrir d'autres portes. C'est ça. Et puis t'en as, t'en as qui ont envie parfois on va dire, de gruger en quelques mots, ou ne pas payer ci, ne pas payer ça. Nous, on se fait allumer constamment par les impôts et compagnie. On part du principe, tu sais, t'en as, ils vont même essayer on va dire, je sais pas moi, arnaquer l'électricité, si ça et ça. Nous, on part du principe qu'il y a toujours l'effet boomerang et que ça va revenir vers toi. Tu vas économiser par là 100 €, tu vas te manger 1000 € d'amende. Exactement. Donc en vrai, ça sert à rien de jouer le plus malin. Les petites économies. Tu vois, les petites économies. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce qu'aujourd'hui, un autre sujet, mais là je bifurque, mais c'est partie du même thématique. Là, j'avais un cas concret, c'est-à-dire je dois travailler avec des nouveaux fournisseurs, des nouveaux sous-traitants, pardon. Et à la recherche de la qualité, je vais payer plus cher mon nouveau sous-traitant. Parce qu'il va m'apporter la qualité. Donc je vais peut-être, avec l'argent que je lui donne, je peux en prendre 3 ailleurs sur Upwork, tu vois. C'est quoi votre mindset par rapport à ça? Est-ce que vous êtes capable de payer plus cher pour avoir une meilleure compétence, ou est-ce que vous vous dites non, je préfère tester 3-4 sous-traitants, quitte à ça coûte moins cher, mais... La devise, Samir, c'est moins cher. Moins cher, c'est trop cher. Voilà. Moins cher, c'est trop cher, c'est ce qu'on se répète tous les jours. Tu sais, juste un truc tout bête. Merci. On a pris 2 trottinettes ici. Au même moment, avec un pote à moi et moi, que tu connais, je vais pas donner son nom. Et moi, j'ai pris une trottinette qui était un peu plus chère. C'est game changer, la trottinette. Ouais, game changer. À fond. Downtown, t'es obligé. On a regardé, elle a fait 800 km la trottinette. Juste dans Downtown. Dans Downtown, dans quelques mois. Et en gros, moi, au moment où on achète la trottinette, il me dit, ouais, moi, je vais pas beaucoup l'utiliser. Et du coup, j'en prends une un peu moins chère. Il y avait, je sais pas moi, 1000 dirhams de différence, peut-être 800 dirhams, donc 200 €. Et je lui dis, mais écoute, genre, tu vas le regretter, tu vois. Et en fait, tous les jours, je me rends compte, il y a une petite montée pour arriver dans son building. On bosse beaucoup dans son building. Tous les jours, il y a une petite montée. Il perd à chaque fois 30 secondes avec la deuxième trottinette. Et je dis, ça, c'est les petites économies, tu vois. Okay. Tous les jours, 30 secondes. Samir, il prend sa trottinette, elle monte super vite. Et l'autre, faut l'aider, tu vois, faut la pousser. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, en amont, on a fait des petites économies. Mais ta petite économie, tu vas la payer au quotidien. C'est rien de pousser la trottinette, mais c'est très symbolique. Et à chaque fois, on filme et on dit les petites économies, tu vois. Et ça, c'est tellement vrai parce qu'en fait, tu vas le payer par ta fatigue. La dernière fois, on parlait des monteurs, tu vois. Alors, tu prends un monteur, un vidéaste, je ne sais où, que tu vas peut-être payer moins cher, mais tu vas devoir forcément tout lui expliquer. Alors que quand tu as un Français avec une vision, ça n'a rien à voir. On ne dénigre pas les non-français, mais c'est plus facile. Si tu es sur un marché francophone, avec on va dire contenu francophone. Tu veux cadrer. Dédicace à Eli, 42 grammes. il est super fort. Mais genre, en gros, si tu veux prendre un cadreur, un monteur, tout ce que tu veux quelqu'un qui t'accompagne dans ton personal branding, si ton contenu est en français, et que tu vas prendre bien sûr, c'est beaucoup plus... quelqu'un qui est en non francophone, et forcément tu vas devoir lui dire entre la seconde 12 et la seconde 18 tu fais ci, puis tu fais ça, puis tu fais ci, il va t'envoyer et tu vas faire plein d'itérations. Et au final, est-ce que tu vas arriver au résultat que tu veux? Je pense pas. Ça prendra plus de temps. Ça va te prendre plus de temps. Tu vas partir avec peut-être un francophone ou quelqu'un qui a tourné sur le marché français, et il va forcément comprendre, avoir une vision, et puis ça va beaucoup plus vite. C'est en termes de qualité, dédicace à William. Le temps, mais super important. Dédicace à William. Ouais, William qui monte les podcasts visiblement. De Café Crème, bien sûr, c'est lui qui s'occupe de tout chez nous maintenant. Un travail monstrueux, le travail de l'ombre. Ouais, travail de l'ombre, parce qu'en fait au début, il m'a été présenté par Waldi, un ami, et parce qu'il faisait Waldi, son contenu, j'ai dit putain, c'est un contenu de qualité.
Et ensuite, forcément, nous, on lui donne nos contenus qui nous coûtent plus cher. C'est pas dans nos dépenses, calculées, prévisionnées. Et en fait, au final, grâce à son contenu, aujourd'hui, on arrive à sortir un contenu, voire 2 par semaine. Donc pas des trucs, pas des podcasts ou des réels. On parle de vrais contenus YouTube, des vidéos bien montées, etc. Format 24 heures. Format 24 heures notamment. Et le prochain avec monsieur Ahmed de Made in Touch. Ça va être très très lourd. Et aujourd'hui, on lui donne le contenu. Et j'ai entière confiance. C'est-à-dire, quand il va nous faire une retour sur la V1, je vais changer 2-3 trucs qui vont me gêner parce que c'est plus par rapport à moi et ce que je. Normal, logique. Mais c'est vraiment des petites choses, voilà. Mais le reste, c'est du fine-tuning. C'est-à-dire, on sait ça, tac, il y a eu un matching comme dans DBZ quand ils font la fusion. Tu vois. Mais tu as gagné énormément de temps. Et ouais, en gros, effectivement, c'est le choix des prestataires, il est clé dans tout ce que vous faites. Et nous, on s'en rend compte aussi et on le dit. Donc, si on revient à notre cœur d'activité qui est en gros le digital marketing, on le dit à chaque fois. Soit tu achètes une vision, et je crois qu'on en a parlé la dernière fois dans le précédent podcast, soit tu achètes une vision et tu achètes l'ensemble de la vision, donc tu délègues l'intégralité de ton travail, soit tu veux un freelancer. Et en fait, d'ailleurs, moi je le dis tout le temps, je suis pas là pour convaincre les gens que le marketing est primordial à leur activité. Ça, c'est pas mon but. Moi, mon but, c'est de travailler avec des gens qui sont déjà convaincus, et après, soit ils prennent du coup un accompagnement, et nous, c'est ce qu'on vend au quotidien, donc on accompagne des clients auquel on croit. Si je ne crois pas en ton projet, d'ailleurs tu as parlé d'un projet assez récemment qui est super intéressant, on ne va pas le nommer, mais Mounir il m'en a parlé aussi. En fait, si j'ai la même vision que le client ou la personne qu'on va accompagner, je vais pouvoir me focus à 100%. Sinon, ça va être très compliqué pour moi. Et en fait, il faut que la personne qu'on accompagne, elle ait conscience aussi de ça. Parce que généralement, les gens vont comparer des choses incomparables. Donc en fait, tu peux aller regarder un media buyer en ligne. Si tu prends un freelancer à l'étranger, moi je leur dis, le premier truc que je leur dis, c'est si tu veux un freelancer, va chercher un freelancer. Je te parle des freelancers, Upwork, Fiverr et tout ça. Et ouais, si ton but, in fine, c'est de run des ads, vas-y, tu vas trouver un mec. Mais par contre, ça va te coûter du temps. Il n'aura pas forcément la même vision que toi. Il n'est pas forcément francophone si tu veux attaquer le marché francophone. Et il n'a pas forcément dépensé ce que notre agence elle a pu dépenser auparavant. Donc en fait, là, tu es en train d'acheter une vision, une expérience, un accompagnement et un mec qui est impliqué dans ton projet. Un mec, une équipe plutôt. Et au-delà de ça, en fait, tu les sors du contexte de départ parce qu'il faut savoir qu'ils sont là pour renforcer des équipes. Et ils sont... En fait, le fait d'avoir accès facilement à un bon nombre de freelancers, on les sort un peu de leur contexte pour certains. Bon, il y en a qui bossent avec des agences et qui ont fait des millions sur Fiverr, Upwork, qui sont très très bien. Mais il y en a, ils n'ont même pas la structure qui permet d'accueillir le freelancer et ni les process. Et au final, ils vont l'accueillir. Alors que, comme il a dit Samir, t'as même pas la vision. Et tu sais même pas où est-ce que tu veux aller. Donc ton freelancer, il est peut-être très bien, mais tu pourras pas l'intégrer bien au sein de tes équipes parce que finalement tes équipes c'est toi aujourd'hui, tu vois. C'est toi. Et là ils sont tout seuls et ils veulent des freelancers. C'est comme si je veux refaire ma maison et je prends un carreleur par là, je prends un mec qui fait la peinture, je prends un mec et en fait tu vas essayer de transmettre ta vision mais c'est pas du tout ton métier. Aujourd'hui toi t'es consultant en informatique. Tu touches très bien ta vie, t'es freelance, tu veux refaire chez toi, prends une entreprise. Aujourd'hui, les entreprises achètent ton service à un certain prix. Exactement. Tu arrives à valoriser ton service. Donc pourquoi tu veux pas valoriser celui des autres ? Tu vois, c'est pas ton métier. Si tu as envie d'y laisser un peu ta santé mentale et ton énergie, il n'y a pas de problème. Et même le temps. Ton temps, physiquement. En plus, aujourd'hui, ton rate, quand tu es consultant, il a un prix. Tu sais que ta journée, elle a un prix. Si tu as envie de poser des jours off pour pouvoir manager les équipes, pose des jours off. Mais tu vas bien perdre de l'argent à un moment, tu vois. C'est quantifiable en plus. Exactement, c'est quantifiable. Et c'est ça, c'est un parallèle qui est facile à faire, c'est vraiment l'entrepreneur qui vient refaire ta maison tout simplement. Et en gros, qui arrive lui avec une vision, une équipe, qui a son architecte, qui va te proposer un travail qualitatif ou sinon tu peux faire des petites économies, mais tu vas faire le carrelage et après tu vas lui demander de faire la peinture. C'est la même personne qui va te le faire, mais tu peux pas avoir plein de spécialités. Et ça me rappelle quelqu'un à qui j'avais posé la question du coup, qu'est-ce que tu fais, tu sais, chercher un poste, qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, je fais un peu tout. J'ai dit non, je peux pas te vendre si tu fais un peu tout. Tu vois, si tu me dis, moi, ma spécialité, c'est ça, mon main focus, c'est ça, moi, je peux essayer d'aller te trouver une mission ou, je sais pas, à travers mon réseau, aller te trouver quelque chose. Mais j'ai besoin de savoir c'est quoi la chose où t'es fort et où la passe, ça peut se faire très, très facilement, tu vois. Sinon, c'est très compliqué pour moi. Moi, j'arrive pas à vendre un profil qui fait tout. Moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Il faut qu'aujourd'hui, tu payes
les skills des autres pour t'accompagner et pour avancer plus vite. C'est juste ça. Après, si t'as le temps. Ahmed, il a compris. Ahmed, il a compris peut-être un peu tard, non? Non, ça va parce qu'en fait, c'est en post-Covid. Finalement, voilà. Tawakkul et même, tu vois, il n'y a pas de rencontre au hasard. Juste hier, je parlais avec quelqu'un. Il est rentré à Paris et finalement, il a fait un aller-retour en 24 heures. C'est pas Ahmed, c'est quelqu'un d'autre. Et il a fait une rencontre ultra intéressante. Donc, limite en fin de journée. Et à la fin de sa journée, il s'est dit mais mince, je suis rentré à Paris pour rien. Il a fait une rencontre perfect match. Et donc du coup, finalement, je pense que Ahmed, on s'est retrouvé au bon timing. Et du coup, on a pu faire de belles choses parce que c'est quelqu'un qui est très à l'écoute et quelqu'un qui a ce besoin, qui est un peu perfectionniste dans l'âme. Il a besoin de toujours évoluer et c'est pour ça qu'il est très à l'écoute et il avance, quoi. Après, il a compris la puissance de l'accompagnement. Ouais, c'est vrai que je dis, on n'est pas là pour convaincre les gens. Par contre, si tu es convaincu et que tu as compris la vision, le bénéfice, ça peut être un vrai win-win, tu vois, des deux côtés. Hier, je parlais avec Fayaz. Il faut se faire accompagner. Pour moi, c'est trop important. C'est un game changer. C'est un game changer parce que même un freelance dont tu parles, un freelance classique qui vend des compétences d'informatique, donc un développeur ou ce que tu veux, tu vois. Aujourd'hui, et là, je parlais avec un frère qui s'appelle Youssef, il se reconnaîtra. Je lui dis, il me dit, ma mission peut-être va s'arrêter et tout. Je lui dis, c'est bon, c'est le moment là. Donc, et je lui dis, mais t'as LinkedIn et tout. Il me fait, ouais, mais laisse tomber, ça fait au moins un an que je n'ai pas touché. Je dis, mais comment ça se fait? Il me dit, mais t'es freelance. C'est comme si ta vitrine de ton restaurant, tu l'as laissé défraîchir. T'as éteint les lumières. Ouais, t'as éteint les lumières. Mais on sait si on éteint toutes les lumières, tu voyais plus. Tu continues à bosser dedans. On sait que tu fais de la bonne bouffe et tout, mais ta vitrine, elle est dégueulasse. Ouais, c'est une dark kitchen. Il me dit, ouais, t'as raison. Et j'ai dit, mais moi, combien de fois les gens m'ont dit, t'as raison? Plein de fois. Il y a les gens de mon équipe, t'as raison. Non, mais en fait, c'est pas parce que j'ai raison. Mais à un moment donné, il faut que tu passes à l'action. Tu sais quoi? Vas-y, appelle un tel. C'est même pas quelqu'un de mon équipe et tout. Tu appelles un tel, il va t'accompagner, il va te refaire ton LinkedIn, ta page, l'algo, retravailler. Ça va prendre un peu de temps, mais dans 2 mois, quand ta mission s'arrêtera, il va optimiser ta fiche. Voilà, et tu seras prêt à attaquer le marché du travail de manière efficace. Tu vois. Donc même un freelance qui est sur LinkedIn, qui vend ses prestations, il doit passer par du branding. Et pour être un bon dans le branding, casse-toi pas la tête. Fais-toi accompagner. Il y a des mecs. Aujourd'hui, les consultants que vous accompagnez, vous, au final, ils ont accès à plein de choses. À une vraie communauté. Demain, ils ont une question. Tu peux poser toutes tes questions sur Internet. Aujourd'hui, tu as ChatGPT, ça va très bien. Ça va répondre à ta question. Ça remplacera pas l'humain. Enfin, pas dans l'immédiat. Pas dans l'immédiat et pas les relations peut-être humaines telles qu'on les a aujourd'hui. Donc, je pense que voilà, le fait d'avoir des discussions avec les autres consultants, même le fait, je le vois quand on a des repas entre nous ici et qu'il y a des consultants qui viennent, le fait de discuter, de pouvoir échanger sur comment s'installer, fiscalement parlant, par exemple, tu peux faire des recherches pendant 6 mois à vouloir essayer de trouver le bon compromis ou la meilleure méthode. Finalement, ça remplacera pas des bonnes discussions ou un bon réseau ou un bon accompagnement où au final, tu vas gagner du temps et tu vas optimiser ta structure 6 mois avant. Et en fait, le fait d'avoir peut-être payé un petit peu ou avoir franchi le cap un peu plus tôt, tu vas gagner tu rejoins un écosystème. Beaucoup d'argent. Le retour d'expérience, ChatGPT, il te donnera jamais ses retours d'expérience perso. Il va donner 1 + 1 = 2, basta, tu vois. Un peu plus. Ouais, un peu plus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il va donner une vision, on va dire, rapide de la thématique que tu vas aborder avec lui. Mais le retour d'expérience, comme tu disais, par rapport au fait que de bien choisir sa société, de bien choisir par rapport à ton audit personnel et financier de ce que tu veux faire en t'installant à Dubaï, par exemple, si on parle de Dubaï, ça passe par des retours d'expérience, donc poser des questions, intervenir dans les networking, etc. C'est super important aujourd'hui. En tout cas, pour moi, mais même les discussions qu'on peut avoir avec vous, tu vois, sûr. Ça dépend. En première année, est-ce que c'est mieux l'autre entreprise? Si ça, il y a plein de questions auxquelles vous répondez de manière super simple parce que pour vous, c'est des choses que vous avez vues, revues. Donc c'est bien, je pense, d'être entouré au quotidien de pas mal de c'est pour ça que on a lancé il y a 10 jours le Café Crème Club, qui est le 3e pendant de Café Crème. C'était le média, t'as le Agency et t'as le club. Le club, en fait, on l'a gardé de côté. Le fait, à la base, le club, c'était initialement, on est là aux Émirats. Et Agency, ils sont là les Émiratis. D'ailleurs, ils ressemblent à des Émiratis quand ils mettent leur taube. Ils passent crème. Hein. Mais en tout cas, voilà, ce que je veux dire, c'est que le club, on l'a monté il y a 10 jours, mais c'était à la base, l'identité Café Crème, c'était le club. Ok. Et parce que c'était l'agence de freelance, parce qu'on voyait qu'il y avait énormément de solutions, il y avait pas mal de problématiques, des gens qui se posaient beaucoup de questions, les gens qui partaient
vers la meilleure optimisation possible, mais en fait, c'est peut-être la plus risquée, parce que tu vois, c'est pas forcément ce que tu te mets dans la poche qui est le plus important, mais c'est ce que tu mets dans la poche et ce que tu sécurises pour pas que les impôts viennent te taper à la poche. D'accord, même si ces montages sont totalement légaux. Oui, tu payes juste ce qu'il faut payer parce que tout le monde optimise. C'est ça. Et d'ailleurs, Imran, on a eu des discussions en off, il est derrière pas mal de success stories dans le monde du freelance info. Ouais. Il en parle pas forcément, mais on n'en a pas parlé. En fait, c'est plus le mindset. C'est qu'à la base, quand on accompagnait des personnes en reconversion, tu vois, parce qu'on a un centre de formation aussi à Paris, ça s'appelle Consulting School, dédicace à eux, force eux, parce qu'ils vont lancer leur école en septembre. Quand ils vont lancer, je suis dedans, mais je suis pas opérationnel dessus, tu vois. Mais j'apporte ma vision. Mais en tout cas, ils vont lancer la première école dans le domaine de la tech à Cergy. Bref, et donc du coup, en fait, quand on formait des personnes exemple, un livreur de sushi qui est venu nous voir à l'époque, dédicace à lui, se reconnaîtra, je vais pas le griller dans son parcours aujourd'hui, parce qu'il a un très bon poste, mais à la base, c'est un livreur de sushi, tu vois. Et il vient me voir et tout, on parle, etc., il me dit, ouais, tu sais quoi, rendez-vous dans 2 jours et viens bien habillé, parce que je le faisais intervenir chez mon client à l'époque, tu vois, en 2015. C'est toi qui lui dis ça ? Ouais, en fait, on s'appelle parce qu'il a eu dire que j'avais accompagné des personnes et que il y a eu des stories qui ont bien fonctionné. En 2 mois, les gens sont passés de. Bon, à l'époque, il faut dire aussi que la conjoncture faisait que en 2 mois de formation, tu trouvais un taf tout de suite derrière. Et tu faisais 3 fois de son salaire que tu pouvais avoir ailleurs. Enfin, 3 fois le SMIC, quoi. C'est pas des vidéos swipe up. C'est la symétrie de l'information. Non. Ouais, et les gens se reconnaîtront et même on a. Non, je sais ce que vous avez fait. Franchement, c'est ouf. Et ça, c'était en 2015, tu vois. Et à l'époque, j'étais en mission. Et donc, lui, il m'appelle par le biais de mon petit frère, je crois. Et je lui dis, viens bien habillé parce que t'es chez mon client. Donc, tu vas monter dans mon bureau et je vais te former à la fin de ma journée, tu vois. Comme le premier frère m'avait formé en 2010. Donc, je savais pas que c'est un mec de la street, le gars. Comment il est venu bien habillé? Ceinture Louis Vuitton, pantalon jean bien délavé, chemise blanche avec cravate, avec chaussures Louis Vuitton. Serveur de mariage dans une salle dans le 60. Voilà, exactement. Je le vois arriver, je suis oh merde. J'ai dit j'aurais dû prévenir. Bien habillé, ça veut pas forcément dire, comme tu dis, venir travailleur serveur à la chicha, quoi. Je rigole, les gens me font rigoler. J'ai dit, enlève ta cravate, qu'est-ce que tu me fais sors ta chemise de ton jean et tout, tu vois. Et après, on monte dans le bureau, bref, je commence à le former, etc. Et au bout de 2 mois, il avait un très 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 bon bagage. Il venait quasiment 2 fois par semaine, je crois, on se voyait. Et après, il a fait une petite formation chez un organisme de formation à l'époque qui faisait reconversion. Et 2 mois après, il était ingénieur QA. Oui, vous avez. Nous, c'était principalement des ingénieurs QA à l'époque. Maintenant, on fait un peu de tout, mais à l'époque, c'était ça, tu vois. Effectivement, pour en revenir un peu au club, c'est que le freelancing aujourd'hui en France il se développe. La preuve, nous on est tous des freelances aujourd'hui, même si on a notre propre activité, on reste des freelances parce qu'on a cette liberté qui nous permet d'aller chercher des clients, des contrats et d'avoir ce mindset de freelance, parce que freelance c'est un mindset, ce n'est pas un statut juridique. Mais là on parle des freelances au sens large. Bien sûr, on parle pas les freelanceurs dont on parlait tout à l'heure sur Upwork. Exactement, non, c'est ça, on parle de freelance deux choses différentes. Dans le mindset, Et l'agence de freelance c'est vraiment l'accompagnement qu'on veut proposer par rapport à notre retour d'expérience pour en France trouver les meilleures solutions d'optimisation, par exemple pour un indépendant qui galère à trouver la bonne répartition de son chiffre d'affaires. D'accompagnement au complet, ce que tu me disais, bien sûr, c'est main dans la main, t'es accompagné à soit devenir freelance, soit aller plus loin, soit si t'as déjà commencé et que en fait, et quand tu es en mission, tu le vois, les gens ils se posent 1000 questions au quotidien. Leur quotidien, c'est de se poser des questions sur. Bah oui, t'es tout seul. Oui, ils n'arrivent pas à franchir le cap parce qu'ils sont pas accompagnés. Le freelance IT, il est seul tout. C'est-à-dire que lui, c'est un solo. Et t'as des salariés qui veulent passer freelance, mais qui arrivent pas. Ça prend du temps. Comme t'as dit, est-ce que nous, on cool déjà, mais est-ce qu'on est prêt aussi à prendre la main d'un gars qui veut passer le step? Ça prend énormément de temps, tu vois. Donc des fois, je dis à mon équipe, perdez pas de temps. C'est pas parce que je veux pas, mais aujourd'hui t'as plein de vidéos, t'as plein de trucs sur le développement personnel, t'as plein de trucs sur le mindset du freelance, tu vois. Parce que le mindset freelance, c'est comme aujourd'hui, quand j'ai vu un truc de Yomi tout à l'heure qui disait, il y avait 2 choses. En fait, Oussama Ammar qui disait, aujourd'hui l'entrepreneur, il parle d'argent parce que c'est le marqueur de réussite. Si tu as un bon entrepreneur, aujourd'hui le marqueur de réussite c'est quoi? C'est parce que tu as levé des fonds, ton business il est rentable et tu gagnes de l'argent. Donc c'est l'argent qui fait le marqueur de ça. Et Yomi disait en gros il parle toujours dans ses vidéos de allez suivez-moi, je vous apprends à monter votre boîte, etc. Et les gens disaient vas-y mais non mais je vais pas y arriver, mais vas-y parce que toi t'étais dans la bonne conjoncture à ce moment là et tout. Et lui il dit mais même aujourd'hui je continue à gagner 100 000 € par mois. Je continue à gagner grâce à mon business. Et en fait tu peux pas
non plus pousser la personne à sauter. Mais moi, je sais qu'ils sont trop réfractaires au changement. Mais d'ailleurs, Oussama Ammar, j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps où il disait, et est-ce que tu es d'accord avec ça, il disait que tout le monde, selon lui, sauf si je me trompe, tout le monde pouvait devenir entrepreneur. Tu le penses ou pas? Non, je pense pas. Ok. Ouais. J'ai peut-être mal compris le passage, mais j'ai vu un petit short qui disait que. Après, je pense que chacun. Ouais, moi je pense que. Il peut y avoir des éléments déclencheurs. Avec plus ou moins d'efforts. T'en as, ils ont une mauvaise vision. Enfin, je sais pas s'ils ont une mauvaise vision, mais comme je disais, je crois qu'on en a discuté, mais. En fait, on nous apprend toujours à épargner. Tu vois, même dans les exercices de mathématiques, t'es un primaire, on te dit Mathieu, il avait 10 €, il a dépensé 2 € dans des bonbons. Il a gardé combien? Il a gardé combien? Donc les gens ils gardent en tête qu'il faut tout le temps économiser de l'argent, tu vois, économiser, plan épargne aussi, ça, on zappe l'effet, l'intérêt, tout ça et tous les sujets qu'il y a autour, mais on leur apprend beaucoup à épargner. J'ai jamais vu personne s'enrichir en épargnant, tu vois, sur 2000 € de salaire ou 1500 ou j'en sais rien. Il y en a peut-être, mais ça va être très marginal. Ça des petites réussites. On leur apprend pas à vraiment réinvestir, tu vois. Et elle est là la problématique. On dit pas Mathieu, il avait 10 €, il a réinvesti 5 €. Ces 5 € lui ont rapporté tant et ça lui a permis de... D'ailleurs, un de nos conseils qu'on a donné à la personne qui a fait les 24 heures à l'aller-retour express là, à Paris récemment, c'était, moi le conseil que je peux te donner, c'est réinvestir un max d'argent. Lui, il a investi dans l'immobilier ici, c'est très bien, je dis pas qu'il faut pas investir dans l'immobilier, mais moi c'est réinvestir un maximum la première année, la deuxième année, la troisième année de ton business. T'es censé, genre limite, ne pas avoir de bénéfices. Si t'as des bénéfices, c'est très bien, mais réinvestir un maximum de cash. Si tu crois en ton projet, si tu crois en ta structure, réinvestis pour mettre cette distance avec le reste des concurrents ou avec le reste du marché qui va te permettre justement d'être très bien dans 3 ans. Exactement. Parce que si tu mets pas cette distance maintenant, tu peux continuer à être bien, mais sur le long terme, tu vas te faire manger par quelqu'un qui lui aura réinvesti. Et on en revient peut-être aux exemples que tu as pris. Tu m'avais expliqué un peu les exemples que tu avais pris dans l'immobilier ici à Dubaï. On peut citer? On en a parlé dans le dernier podcast. Pour moi, DRN, il fait un travail incroyable. Parce que c'était le personal branding. Il y en a un qu'on a tourné finalement entre le moment où le podcast. Non, bien sûr, avec Samir. En fait, c'est un cas d'école. On a même parlé de Mounir à la fois avec Samir, du coup, Samir de As Property. Parce que Samir de As Property, il est sur un branding qui est différent de celui de Mounir. Donc là, on a 2 cas d'école. On a un qui Mounir, je l'ai connu en 2011, il était tout seul et 3-4 gars avec lui. Là, aujourd'hui, je crois qu'il a pris des nouveaux locaux incroyables et tout. Ouais, ici à Opus, à Omiette. Exactement, à Omiette, ouais. Donc, félicitations à lui. En plus, il y a des gens qui travaillent avec lui que je connais très bien. C'est bien les bosseurs. Ouais, bien sûr, c'est des entrepreneurs. Moi, je le connais pas, il me connaît pas. Et Ouais, mais c'est pas du tout une pub ou quoi. Mais c'est vraiment en mode. Moi, quand je vois d'un extérieur ce qu'il fait, je sais pas combien il génère, je sais pas, c'est pas du tout quelque chose qui va m'intéresser, mais quand je vois la manière dont il réinvestit, que ce soit dans la création de contenu, que ce soit dans les locaux, que ce soit dans ses équipes, des fois tu le vois à Business Bay avec ses équipes, il mange avec tout le monde et tout, je sais pas ce qu'il y a derrière, mais en tout cas c'est quelqu'un qui croit en son business et qui réinvestit. Et lui c'est un mec qui est convaincu, tu vois, du coup, qui met les moyens, et du coup il est convaincant. C'est ça. Non, je suis comme en prépa, il y a un prof de maths qui avait dit à l'un d'entre nous, Samir et moi, si t'es pas convaincu, comment veux-tu me convaincre, hein? C'est à moi tu peux le dire. En fait, il m'avait demandé en call de maths. Il a soumis une hésitation, tu vois, et en call de maths, il lui a dit, si t'es pas convaincu. Il m'a dit, est-ce que t'as fini? J'ai dit, je pense avoir fini. Et il m'a dit. T'as trouvé la solution, là, je crois. Ouais, t'as trouvé la solution. J'ai dit, je pense l'avoir trouvé. Il m'a dit, si vous-même vous n'êtes pas convaincu, comment voulez-vous me convaincre? Et tu sais que là, ça fait. C'est une punchline, ça. Moi, je te parle de ça fait 10 ans, tu vois. Et moi, ça m'a marqué. Et je me suis dit, ouais, en fait, quand tu veux quelque chose, quand tu vas, en tout cas, convaincre quelqu'un de quelque chose, assure-toi que t'es toi-même convaincu. Donc, t'es allé jusqu'au bout de ton développement. Et là, soumets ton idée, soumets ton projet. Et après, t'en parles. Et lui, quand tu vois comment il est convaincu, du coup, comment il réinvestit dans son business et compagnie, et puis il te montre un peu ce qu'il a fait, bah, tu te dis, ouais, il a accompli pas mal de choses. Tu parles de... Là, on repasse à Mounir Ejal. On repasse à Mounir Ejal. Et tu te dis, bah voilà, lui, il a investi, donc il me donne envie d'investir là où il a investi. Tu veux qu'on soit Mounir pour le prochain podcast, c'est chaud? Bah écoute, avec grand plaisir, franchement. Mounir, je l'apprécie. Si qu'on parle il fait du bon travail. Et on a reçu Samir la dernière fois, qui est Samir qui fait un travail différent. As Property, tu m'as dit. As Property. Du coup, Mounir, Samir, c'est pas du tout Mounir et Samir. Ouais. C'est deux autres Mounir et Samir. Les deux appelez vos enfants Mounir et Samir. Franchement, vous aurez la réussite, Inch'Allah. Parce que, franchement, Mounir fait vraiment un travail, Samir fait vraiment un travail différent. Mais honnêtement, son travail est vraiment, vraiment convaincant. Comme tu as dit, parce qu'il m'a convaincu. Il a fait une vidéo là récemment de lifestyle, mais en même temps, dans ce lifestyle-là,
il mettait en avant ses produits. Et comme dans une vidéo qu'on disait, aujourd'hui Hermès, tu prends Hermès, Hermès a toujours fait des vidéos un peu décalées où ils mettaient pas trop en avant leurs produits. Et depuis peu, ils ont fait une vidéo où ils mettaient en avant leurs produits. Et en gros, ils disaient, aujourd'hui, les grandes marques de luxe, quand elles mettent pas en avant leurs produits, c'est que le produit va se vendre facilement. Ouais. Et quand tu mets en avant ton produit, c'est qu'en gros, tu veux faire un focus sur ce produit-là pour que ce produit-là pète. Tu vois. Et Hermès, c'est ce qu'ils ont fait. Donc lui, ce qu'il a fait... Ça a pété ou pas? Hermès, ils ont montré, c'est une créa dans laquelle ils montrent comment ils accueillent les clients. Exactement, en backstage. En backstage, à Faubourg Saint-Honoré. Ouais, très belle boutique d'ailleurs. Ouais. Et du coup, dedans, ils mettent en avant le fameux Birkin. Et le fameux Birkin, tu sais que je savais pas, mais ça venait de Jane Birkin. Oui, exactement. Incroyable. Ça, lors d'un voyage, je crois, elle a pris l'avion. Et après, il y a une histoire un peu comme ça. Et du coup, il a designé le sac. Et exactement, pour Jane Birkin. Mais du coup, iconique. Terra Cool. Franchement, il faut vraiment Terra Cool à fond, genre placer sa confiance. Ouais. Bosser à fond. Bosser intelligemment. C'est ça, bosser à fond. C'est pas bosser comme un acharné, faire des nuits blanches. Et continuer d'innover et investir dans son branding personnel. Et dans sa structure, si tu as une structure qui a fait ses preuves la première année, tu scales fort. Ouais, tu réinvestis et tu prends le virage du digital. Aujourd'hui, si on prend Made in Touch, s'il n'avait pas mis tous ces moyens-là la première année pour prendre le virage du digital, son activité, elle a totalement changé. Là où il a commencé à exister un peu avec la vague du Covid, il y a plein de commerces qui ont pris un gros coup, mais dans le médical, il faut savoir qu'il y a des structures qui ont commencé à exister et qui ont grossi. Après ça, s'il ne prenait pas le virage du digital, son activité se serait essoufflée. Et lui, il a tout réinvesti sur sa présence en ligne, sur sa présence hors ligne, sur sa manière d'aller récupérer les contrats, sur les marchés sur lesquels il était présent. Avec le bon accompagnement. Donc Mounir, il a fait un taf incroyable. Moi, je suis un peu en backstage, j'ai rien à voir avec tout ça, mais je regarde ce qui se passe et il a fait un travail incroyable et aujourd'hui, ça donne ce que ça donne. Donc en fait, ils ont attaqué de nouveaux marchés, ils ont fait des rapatriements sanitaires incroyables avec des jets privés et des trucs de fou. Et c'est parce qu'en fait, il a vraiment mis les moyens sur sa création de contenu, sur son existence. On continue. Là, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent. Ouais, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent, on est présent. On est présent aux Jeux Olympiques avec Made in Touch et on est présent dans plein d'événements tout au long de l'année et je pense qu'on fera encore plein de belles choses. Mais voilà, c'est toujours bien d'avoir des gens qui t'écoutent, qui voient ta vision, qui la comprennent et il y a le perfect match et t'avances, tu vois. Et derrière, il faut à un moment donné dans le business, tu vois, comme tu dis, il faut réinvestir. Nous, tous nos bénéfices qu'on a fait les 4-5 premières années, on a tout réinvesti et on gagnait pas d'argent, tu vois. Enfin, on gagnait beaucoup d'argent, mais tu réinvestis, c'est la société qui s'enrichit. Nous, on prenait un salaire qui nous convenait, et après tout le reste, on a investi dans le centre de formation. À l'époque, on avait pris de l'avance sur tout le monde, tu vois. On a investi dans des propres boîtes concurrentes pour derrière essayer de les récupérer. Et ensuite, en fait, ce que je dis aujourd'hui, c'est que il y a un game changer pour moi. Quand tu es entrepreneur, après, ça peut peut-être évoluer, mais en tout cas, c'est un truc pour moi qui est super important, c'est prendre des bureaux. C'est-à-dire que dès que tu as une capacité financière qui peut te permettre de prendre des bureaux, prends des bureaux. Et des bureaux bien placés. Parce que les bureaux, c'est game changer. Surtout, quand t'as pignon sur rue, en général, bien sûr. te font même à Paris, tu vois, nous, dès qu'on avait des sous, on a pris des bureaux. Ça, c'est une assistante, on avait dit. On avait dit une assistante. On avait dit une assistante. Ça, c'est. Et en fait, avec le bureau, il te faut une assistante qui gère ton office, tu vois. Exactement. Mais nous, on n'a pas pris l'assistante effectivement à l'époque. Si quoi qu'on en avait une juste après, mais en tout cas, quand on a pris les bureaux, c'était un game changer parce que quand tu as ta concurrence qui a déjà des bureaux à la Défense, c'était dans les big tours, etc. Toi, t'arrives, tu sais que nous, on compte que sur notre épargne financière, c'est-à-dire épargne professionnelle, épargne personnelle. On passe pas par la banque. Du coup, celui qui a des bureaux, c'est-à-dire que tout a été investi de sa propre poche. La décoration. C'est rassurant, c'est du trust en plus, en fait. Quand tu reçois un consultant à l'époque, le consultant, il devait signer chez nous, quand on le faisait venir au bureau, alors, ça allait beaucoup plus vite. Ça allait beaucoup plus vite. Déjà, ils voyaient le bureau, ils étaient rassurés. Ils disaient, ils ont des bureaux. C'était déjà du branding en réalité. Voilà, exactement. C'est comme dans un café à Paris, c'est un peu complexe, tu vois. C'est comme les agences immobilières qui veulent du lead, mais qui n'ont pas la capacité à accueillir ce lead. Et qui te disent, moi, je vais acheter du lead aujourd'hui. Et tu le sais, on accompagne certaines agences ici. On leur dit, avant de ramener du lead, il faut être prêt à l'accueillir. Être prêt à l'accueillir, c'est pas seulement avoir des personnes qui sont en capacité de rappeler les personnes qui ont été intéressées, qui ont répondu à un besoin. C'est de se dire, ma fiche Google aujourd'hui, elle est rassurante. J'ai aussi donc des avis positifs, j'ai des testimonials qui sont intéressants, j'ai un site internet qui met en confiance, qui s'inspire des plus gros à l'international. Et c'est tous ces éléments-là,
cette vision-là, on ne parle pas de copier la concurrence, on parle de s'inspirer des meilleurs, même si c'est à l'étranger, et d'avoir un écosystème, un environnement qui met en confiance. Est-ce que toi, demain, on ne vend pas des appartements comme on est en train de vendre, je sais pas moi, des baguettes, et encore maintenant, même pour les baguettes, les gens regardent la qualité à travers les retours des clients sur Internet. Et du coup, c'est très important de travailler là-dessus. Donc nous, aujourd'hui, on refuse, avec Mounir, d'accompagner des clients. C'est pour ça qu'on disait, non, on a une vision au global, on refuse de les accompagner sur quelque chose qui est très spécifique. Je veux que tu me runs mes ads pour avoir du lead. Non, je ne fais pas. Moi, c'est un accompagnement dans l'ensemble. Parce que demain, je vais te ramener du lead. Je connais ta structure, tu vas pas le convertir, tu vas penser que c'est de ma faute. Et en fait, c'est pas de ma faute, c'est juste que toi, tu n'as pas mis les moyens sur les fondations de base. Est-ce que tu commences à meubler ton appartement avant même qu'il y ait les murs extérieurs? Non, ça fonctionne pas. Donc en fait, on n'a pas expérimenté. Mais tout ça, c'est une histoire de design thinking. Si tu te mets pas à la place de ton client, si toi, tu dis pas, moi, dans cette posture-là, est-ce que j'aurais acheté? Tu n'aurais pas acheté. Il n'y a rien qui va. Ni la fiche sur Google, ni les retours clients, ni le site internet qui est un peu... c'est pas fou. Et là, tu demandes à quelqu'un d'investir 200, 300, 400 000 euros, par exemple, pour des appartements, ou même sur des trucs qui sont beaucoup moins... des sommes qui sont beaucoup moins importantes. Les clients ne sont pas en confiance. Il faut avoir un environnement qui est prêt à accueillir ta cible. Si tu vas... de toi-même, voilà. Le marketing, c'est pas faire des posts sur Instagram. Ça, tout le monde sait le faire. Parfois, c'est vilain. Ça se voit. Genre, et les gens gèrent limite mieux leurs réseaux sociaux que leur brand. Non. Si t'as une brand, il y a plein d'outils en plus. Franchement, c'est ouf. Genre, avec Canva, tu fais des trucs de fou, tu vois. C'est clair. Faut vraiment limite pas vouloir pour... Après, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Les gens pensent que le marketing, c'est pas un métier. C'est ça. Et... Parce que t'as trop de termes dans le marketing. Comme dit aujourd'hui, les gens qui pensent que le marketing, c'est juste faire des posts sur les réseaux sociaux, avoir des beaux posts et c'est tout. Non, il n'y a pas que ça. Ouais, comme tu as dit, l'exemple de l'appartement, je trouve qu'il est très bien imagé parce que même pour des ads, aujourd'hui, moi aussi, j'ai fait cette erreur-là il y a quelques années auparavant. Je prends des ads et beaucoup perdent de l'argent dans les ads d'ailleurs parce que et si tu les ads, ok, tu payes, mais tu vois que ça transforme pas. Mais pose-toi des questions. Déjà, ton site internet, effectivement, il est éclaté au sol. Donc forcément, les gens ils vont arriver sur ton site, ils vont dire mais c'est quoi ce truc? Donc c'est à dire que t'as tout fait pour ramener ton gars chez toi, mais quand il arrive, tu dis le truc il est mal fait. C'est ça, c'est comme un commerce. T'as un commerce. Tu payes des mecs qui donnent des prospectus, c'est ça les ads aujourd'hui en ligne. Tu payes des gens qui donnent des prospectus, tu les ramènes à l'intérieur. Et puis, il n'y a pas les étagères, tu dis non, mais je vais ramener, c'est derrière. Mais en fait, non, ça va pas là. Il faut se faire accompagner. Viens, on refait tout. Et après, on essaie de ramener des gens. Il y en a qui disent ouais, mais non, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? En fait, les gens pensent que sponsoriser un post, c'est faire du marketing digital. Et te disent non, ça fonctionne pas. Pourquoi? J'ai sponsorisé mon post, j'ai mis 10 € et ça m'a rien ramené. Et là, tu dis, bon, ok, lui, ça va être difficile de le convaincre, tu vois. En fait, il n'a pas compris qu'il y avait toute une organisation derrière. Je ne suis pas en train de rendre le truc plus difficile que ce qu'il n'est, mais... C'est très facile, mais en fait, il faut être stratégique, c'est minutieux, c'est vraiment un métier. Il faut avoir une vision, tu vois, c'est de l'interaction. Tu interagis, le mec qui a la vision, il va interagir avec les ads, il va interagir avec les campagnes, il va interagir avec les créatives, tu vois, il va parler avec le créatif stratégiste, il va essayer il verra un peu les hooks dans les créas qui sont en train de péter, tu vois. Les trends, il va tout analyser, tu vois. C'est un mec qui consomme ça toute la journée avec la vision de ça va peut-être me resservir. Exactement. Donc en fait, dans ta tête, Mounir, je pense que tu as là en ce moment 1000 hooks et moi je dois en avoir 1000 aussi. Qui sont super intéressants, tu vois. Les gars, si vous regardez notre conversation à Mounir et moi sur Insta, c'est que du partage de posts toute la journée. On se parle plus, tu vois, c'est tac, 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 tac. Et tu vois, et en fait, c'est archi inspirant parce que, en plus, tu as toutes les métriques. Si demain, on n'avait pas les likes, on n'avait pas l'engagement, on voyait rien. Bah, tu pourrais te dire, je sais pas si la vidéo elle a pété, tu vois. Ouais. Là aujourd'hui, tu vois les commentaires, les interactions, les partages, tu vois tout. C'est un vivier, tu veux voir les créas qui marquent, t'as pas besoin d'être un génie. Tu vas sur les plateformes et les gars, vous passez 7 heures sur votre téléphone, vous voyez ce qui marche. Ça se voit, je refais. J'ai pas dit je copie. Il n'y a pas toute la data, et moi il y a de la data qui manque et qui me perturbe. Genre la date du post et tout sur les réels, je me dis quand est-ce que ça va arriver? Il y a des petits Théantins qui est data. J'ai vu un sujet tout à l'heure avec mon équipe, regarde. Edith, regarde, et on a eu un débat. Essayez de m'aider sur ce débat-là. C'est un débat qui va être intéressant. Je dis à mon équipe, regarde. Voilà, je leur dis beaucoup de conseils à Imran, hein, donc dès qu'il demande conseil, c'est que c'est. Là-dessus, c'est un vrai conseil que je demande. Je lui dis, je vais ajouter un point toutes les semaines, point veille, brainstorming de 1h30. Important pour sortir du contenu varié et riche,
Donc là, c'est du live, je dévoile tout, hein, avec toute la team. Et avant le point, chacun prépare des contenus qu'il a vus dans les réseaux et on brainstorm. Donc chacun, il note. Ouais. Donc j'ai un de mes gars qui me dit l'éveil imposé par le passé, ça n'a pas marché parce qu'on se retrouve coincé. Par contre, une veille non imposée pendant les pauses déj, et donc là il dit avec Fayaz, etc., on met l'accent sur telle ou telle chose parce que depuis peu, on le fait à midi et quand on n'impose pas, ça devient tout de suite. Non, et quand quelqu'un impose, ça devient tout de suite trop. On a un rebelle là. C'est mon avis. On a un rebelle dans la team. Napoléon. Ouais, il me continue, il me dit chaque midi, les teams font grave des moments de veille d'une bonne heure sur contenu, etc. Après, moi je dis ouais, mais il faut qu'on mette de la rigueur et de la discipline. Alors, gardez le midi, mais le problème, c'est la constance. Là, on est bien parti, mais garder le rythme, c'est le plus difficile. J'ai la réponse. Vas-y. Déjà, ne garde pas le midi. Moi, je suis contre les discussions. Si c'est des salariés, parler tout le midi sauf du parler de taf. tout sauf du taf, genre décompresser vraiment les gars. Et c'est pas le moment pour faire de la veille. Surtout que quand on mange son repas, on n'a pas forcément un cahier, un stylo pour noter les bonnes idées. Ouais, et ça donc, va partir en même temps. Ta réponse, prends un créatif stratégiste, c'est son métier. Il va tout analyser, il va tout voir. Et je le disais dans le précédent podcast, c'est vraiment quelqu'un qui va analyser les trends et créer, tu vois. Et je pense que c'est. On trouve où lui? Il y en a. En vrai, on pourra chercher. C'est dans la formation. Ouais, ça, on peut le trouver facilement. Non, mais on va te montrer comment. Facilement, non, parce qu'en fait, justement, et ça, c'était. C'est Rohin de 900 Care qui le disait, je crois. Oui, c'est ça que dans sa vidéo. Il a fait un podcast récemment. C'est quelqu'un que j'avais rencontré en 2020 ou 2021. Je pense à un mastermind de Fares. Super intéressant. C'est un individu avec lequel j'ai pas beaucoup échangé, mais ça se voit que c'est une bonne personne. Je crois que c'est un Indien aussi, d'origine. Mais super éthique, super. Franchement, ce qu'il proposait déjà il y a quelques années en arrière, j'ai beaucoup aimé la discussion que j'ai eue avec lui. C'est un Français, il parle français. Oui, c'est un Français francophone. Et c'est le creative stratégiste aujourd'hui, à l'heure où on parle de 900 Care. 900 Care, c'est les produits, tu sais, c'est des pastilles sans eau qui te permettent de faire du gel douche, par exemple. Et super idée. Et lui, en termes de créatif, c'est ouf ce qu'il fait. Et en gros, il disait qu'aujourd'hui, les vrais créatifs stratégistes, soit ils run des ads pour eux, soit ils le run pour eux-mêmes, donc pour leur projet à eux, soit ils le font pour quelqu'un d'autre et ils sont relativement bien payés. Mais voilà, il faut vraiment avoir des profils créatifs que tu laisses un peu en mode intrapreneuriat, comme certains profils que tu as au sein de ton agence, tu vois. Et comme certains profils qu'on a nous et qu'on laisse Mais du coup, tu donnes quand même des guidelines pour qu'ils suivent plus ou moins ta vision. Oui, il va accompagner. C'est pas lui qui va gérer la DA. Lui, ce qu'il va faire, en fait, il faut une machine. En fait, c'est une machine à créer. C'est une machine à créer qui a la même vision que toi, tu vois. C'est ça. Et il va développer, il va t'aider à développer ta vision d'un point de vue graphique et visuel. C'est pas un UX UI designer, c'est différent. C'est pas un graphiste. C'est quelqu'un qui a vraiment, il est en mode de stratégie créative. En gros, il va comprendre tout ce qui est hook, réponse problème-solution. Stop scroll avant, en amont. CTA, c'est quoi le call to action? Donc là, c'est plein de vocabulaire. Hook, ça va être les 3 premières secondes de ta vidéo. Qu'est-ce qui va être en amont pour stopper l'utilisateur? Parce qu'on n'oublie pas, c'est des personnes qui sont en train de galérer sur leur téléphone, tu vois, dans leur sofa. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ou de passer un bon moment. Peut-être qu'il galère pas, mais il passe peut-être un petit moment Nutella, comme les appelle Samir. Et boum, il va s'arrêter sur ta créa qui là, tu es en train de lui proposer quelque chose que tu vas lui vendre. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'arrêter. 2, qu'est-ce qu'il va faire? La rétention. Et 3, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'il va passer à l'action, tu vois. Donc c'est la manière dont il va manager un peu les créas et comment il va te faire plein de variantes de créa avec là j'ai un premier hook, là j'ai un deuxième hook, là j'ai un troisième hook, et en fait pouvoir après analyser aussi les métriques et se dire cette créa elle a marché, donc je vais scaler les budgets et faire un scaling par créa, tu vois. Et ces personnes là, c'est un métier, c'est des personnes qui ont spend des gros montants. C'est ouf sur les plateformes. Ouais, mais là c'est un hybride entre media buyer qu'on avait avant, c'est un nouveau métier, je sais pas si c'est un nouveau métier ou pas. En fait, on a mis un terme sur un rôle essentiel. Vous ne comprenez pas trop. C'est plus du media buying parce qu'aujourd'hui il y a pas mal d'intelligence artificielle aussi sur Meta Ads, sur TikTok Ads et compagnie. Donc c'est un hybride entre le media buyer et celui qui est en relation avec les créatifs, et c'est le creative stratégiste qui a un rôle super important dans les entreprises. Faut que tu prennes forcément quelqu'un qui parle français ou pas besoin? Mais ça c'est si tu veux internaliser la compétence. Maintenant, parce que toi tu as plein de choses et tu as plein de travail à lui donner, mais maintenant si tu es une brain, prends une agence, tu vois. Tu as des agences qui le font très bien, qui en ont en interne, des creative stratégistes qui bossent sur plusieurs projets. Et je pense que c'est la meilleure chose au tout début, c'est d'avoir une agence qui t'aide à le faire. Nous ou une autre, tu vois. Café crème ou tout ce que tu veux. Bien sûr, mais c'est très intéressant. Ouais. Mais tu penses pas, parce qu'en fait, c'est des métiers, comme tu as dit, nouvellement. Héroïne de chez 900 Care, franchement, il faut. Héroïne, c'est une agence?
Non, Ruin, c'est une personne. Justement, Ruin, c'est la personne dont tu parles. 900 K, tu vas voir le feed de 900 K. Je vais essayer de trucs. Pendant qu'ils cherchent, ils ont 200 K trucs, c'est ça. Je sais pas si on peut. Sinon, tu vois, c'est très coloré, très voilà. Et en plus, il y a un truc qui est intéressant en ce moment sur les réels, c'est que maintenant tu peux choisir la vignette que tu mets sur le réel, et ça c'est fort en termes de feed. En fait, ça te permet d'avoir du contenu intéressant qui parfois n'a rien à voir avec la vignette, un peu comme sur YouTube. Enfin, qui n'a rien à voir, on se comprend, mais qui te permet de garder un feed qui est intéressant. Franchement, t'as plein de trucs. Mais est-ce que c'est un métier qui vient d'exister? Non, parce que Ruin, on l'a. Du coup, j'ai la réponse ou pas? T'as la réponse parce que je connaissais pas ce métier-là, donc. Franchement, ça. Mais la réponse, est-ce que tu gardes la veille? Parce que la question c'était est-ce que tu mettais la veille? Moi, la veille, on en avait parlé. Nous, à l'époque, on voulait entreprendre, quand on voulait encore entreprendre en Afrique du Nord avec mon frère. En fait, on avait dit, moi, j'avais toujours rêvé genre d'un labo, précisément. En Algérie. Moi, j'ai rêvé d'un labo. Où on était j'avais des ressources à l'étranger et en gros moi j'avais trop d'idées à l'époque, tu vois, j'en ai toujours encore quelques-unes, mais la symétrie de l'information elle commence à ralentir et je le sens, du coup faut en profiter. Et en gros moi j'avais rêvé vraiment qu'on ait un peu une table comme ça, tu sais, j'ai 6 personnes très bien payées avec l'écosystème startup tu sais, Babyfoot et tout en Algérie. Je m'étais dit je prends un appartement, il y a des délires un peu haussmanniens là-bas, tu vois, bien propre, que je retape même à Alger, tu vois, moi je suis d'Alger, que je retape complètement, et chaque semaine on prend des idées. À l'époque, on pensait déjà en ça c'était en 2016 que je parlais de ça. Et après, on fait un benchmark de tous les trucs. Et nous, on arrive, on dit, ça, on peut mettre de l'effort dans le développement parce que ça coûte pas cher au final, les ressources là-bas. En gros, c'est comme si tu avais une grosse cellule R&D et en fait, tu fais partir des idées et tu vois ce que ça donne. Et je me disais, au bout d'1 an, 2 ans, en gros, je budgétise 2 ans et au bout d'1 an, 2 ans, il y a bien un truc qui va péter, tu vois. Et finalement, c'est pas fait parce qu'on a eu plein de choses à faire. Mais franchement, c'est trop bien. Moi, je pense que la veille, c'est super important. Mais il faut qu'à la veille, t'accompagnes ça de ressources qui sont prêtes à déployer rapidement pour tester ta solution sur le marché. Si c'est uniquement de la veille, c'est de toutes les créas et de dire on a vu telle et telle créa, c'est cool, tu vois. Mais passage à l'action, on en parlait avec des nous, le groupe il s'appelle Doer. Ouais, c'est ça exactement. Moi, j'aime trop les doueurs. Et là, on en parlait avec. On a deux. Je pense à 2 clients, accompagnements qu'on a au sein de notre agence. Les mecs, tu leur dis aujourd'hui ta vision. Avant le lendemain midi, t'as 15 créas, par exemple. C'est une dinguerie. Ou t'as, en fait, peu importe. Ou sur le site. Par exemple, sur le site, tu leur dis ça, j'aime pas trop parce que. Et tu leur expliques on n'est pas. Je suis pas un tyran, tu vois. J'explique mon idée, ma vision et pourquoi je le verrais différemment par rapport à mon expérience. Et en fait, on commence à avoir 6-7 ans d'expérience, tu vois. Mine de rien, ça fait beaucoup. Et en gros, on leur dit écoute, moi, je pense que ça serait mieux de le faire comme ci, comme ça, comme ça. T'en penses quoi, tu vois? Ils disent ouais, c'est fort. Boum, ils y vont. Tu vois, hier, j'ai reçu... on a reçu 15 créas avec les hooks qu'on voulait, problème-solution, tout ce qu'on voulait. Et on a une autre team, c'est des mecs un peu plus beginners, on va dire, dans le délire du e-commerce et tout, qu'on veut accompagner parce que ça nous tient à cœur et que leur projet est intéressant, où il y a peut-être un peu moins d'intérêt, mais en fait, ils ont un passage à l'action qui est beaucoup moins moins pertinent. Après, ils n'ont pas eu de résultats. Est-ce que ta première équipe... Elle a un peu plus de sous, donc elle a peut-être des compétences. Non, il y a une équipe qui a déjà eu des résultats et qui cherche à casser des plafonds de verre. On a une autre équipe qui ont compris qu'on maîtrisait ces sujets-là parce qu'en fait, nous, on en parlait dans le premier podcast, on n'est pas très communicant sur ce qu'on fait de base. Donc les gens autour de nous, il y en a beaucoup qui vont découvrir à travers ces podcasts-là qu'on fait avec toi, genre un peu en mode exclu ce qu'on fait vraiment, tu vois, au quotidien. Et donc quand on commence à en parler, les gens comprennent la puissance, mais après il y a ce déclic qui parfois met un peu de temps. Et au sein d'une même équipe, parce qu'on conseille souvent aux gens de s'associer pour aller monter un business, au sein d'une même équipe, parfois tu as un mec qui a le déclic et l'autre qui ne l'a pas encore. Et du coup ça prend un peu plus de temps. Je pense à la deuxième équipe où peut-être qu'il leur faut encore un petit peu de temps pour comprendre que s'ils appliquent vraiment les conseils qu'on leur donne, ça va être game changer et derrière ils vont avoir du résultat très rapidement. Mais c'est beaucoup plus agréable d'accompagner et franchement c'est agréable d'accompagner tout le monde, hein. Moi ma mère elle a fait de l'enseignement pendant très très longtemps, quasiment toute sa carrière. J'en ai fait un petit peu. Samir il a fait de la formation aussi en data. Moi j'étais contractuel à Garges-les-Gonesse, professeur de maths. Genre, en gros, on a tous eu un parcours un peu avec une petite période d'enseignement, tu vois. Et donc, on aime partager le savoir. Je sais pas, je trouve ça super intéressant, tu vois. C'est gratuit. Enfin, c'est gratuit. En général, le knowledge, le fait de le partager, tu peux le partager
à plein de personnes, tu vois. Et donc ça, c'est super intéressant. Déjà, la valeur que tu donnes aux gens au quotidien, c'est super intéressant. C'est clair. Ça sert à rien de le garder pour toi, en vrai, tu vois. C'est clair. C'est gratuit, des fois, c'est gratuit. Quand ça te demande beaucoup de temps, là, forcément, c'est payant parce que si je passe des heures, c'est des heures que je passe pas soit à la maison, soit avec ma famille, soit avec mes amis, soit comme tout le monde, j'ai envie de chill des fois, genre, tu vois, je fais rien. Ne rien faire ne veut pas dire que je suis dispo, tu vois. Genre, il y a 2 jours, il y a quelqu'un qui... Ouais, et je pense que c'est super important pour nous de partager, mais c'est plus agréable, pour venir à ce que je disais, d'accompagner des doers, parce que les mecs, tu vas dire, ils vont faire, même si toi tu mets la main à la pâte et que tu accompagnes, tu vois, comme les PO, genre, tu vois, les product owners, ceux qui vont accompagner les projets avancés, bah, parfois, tu vas aider, tu vas mettre les mains dedans et tu vas les aider, mais ça sera beaucoup plus agréable parce que ça va aller vite. Mais quand tu fais une réunion un mercredi et qu'à ta réunion, la semaine d'après, le mercredi, il n'y a rien qui s'est passé, bah en général, genre, forcément, tu es un être humain et tu vas baisser en motivation, tu vois. Donc, c'est beaucoup plus facile pour nous et c'est pour ça que dans la sélection qu'on fait, on n'accompagne pas n'importe qui, mais plutôt, je ne vais pas t'apprendre le business. Je vais pas t'apprendre forcément, en tout cas, pas à tout le monde. Je vais pas te prendre de zéro pour XK euros, j'en sais rien, je vais pas mettre de prix, mais je vais pas te prendre la main et t'aider à faire des millions, tu vois. Genre, c'est un métier, c'est pas le mien pour moi, tu vois. Prouve ta traction, essaye d'avancer un petit peu, montre-moi qu'il y a du potentiel, et là, on y va et on scale, tu vois. Mais genre, c'est beaucoup plus facile parce que t'auras quelqu'un qui s'est confronté, qui a déjà tout l'environnement, plus ou moins, qui a l'environnement pour pouvoir run des ads, qui en a déjà run, qui l'a peut-être mal fait, qui ci, qui ça, et en gros, nous, on va l'aider à avancer, à aller beaucoup plus loin, tu vois, et taper les plafonds de verre. Et je pense que c'est plus intéressant et plus facile. C'est plus intéressant pour eux et pour nous, tu vois. Ouais. Pour tout le monde, c'est vraiment le win-win, tu vois. Ouais, ça va plus vite et en fait, ils vont prendre vraiment le meilleur de toi parce que tu vas les aider en mode accélérateur, à accélérer leur business, tu vois. Ouais, t'as Iman Ghazi qui fait ça aussi. C'est en fait la condition sine qua non. Combinator, tu vois. Et je le voyais sur une des pubs d'Oussama Hamar là récemment. C'est genre on accompagne des business. Là, il fait un truc, j'ai regardé sur le fait de déléguer certaines tâches, mais c'est fait exclusivement pour des gens qui génèrent déjà un certain revenu. Et les gens le prennent mal quand tu leur dis, ils le prennent pour de la condescendance parfois, ou en tout cas le comprennent mal, je pense. Quand tu leur dis, ouais, je suis désolé, je n'accompagne pas des beginners ou des mecs, mais c'est pas ça, c'est que toi et moi, on va perdre du temps. C'est juste ça. Et en fait, je ne veux pas t'accompagner sur quelque chose. Je ne veux pas dire que je ne maîtrise pas, c'est que je ne peux pas mettre autant d'énergie là-dedans. Chacun a sa capacité, chacun a son rôle. Il y a des gens qui le font très bien. Des créations de sites, des gens qui le font pour 3 fois rien, avec des sites qui sont prêts pour aller confronter une solution à un marché ou un produit à un marché et qui trouvent du plaisir là-dedans. Le fait de le répéter X fois pour un tarif X, ça les stimule. Ouais, t'en as plein en plus qui t'accompagnent à faire. Mais bon, ils vont pas forcément. Moi, c'est pas là où je suis le plus fort. Ils vont pas forcément accompagner des brands parce qu'en fait, c'est vrai qu'au début, ton premier produit. Si on veut parler d'e-commerce, il va peut-être pas forcément marcher. Donc du coup, il faudra avoir l'argent pour aller chercher et faire des ads et monter un deuxième site et faire un deuxième produit, un troisième produit, un quatrième produit. Moi, j'ai pas d'énergie pour faire ça. Je suis pas là pour accompagner un projet avec une vision et même si c'est une équipe, comme il a dit Samir, on aime bien les gens qui sont deux parce que quand tu es seul en général, forcément, si la personne elle est pas disponible, c'est mort, tu peux pas avancer, donc c'est un peu complexe. Si la personne elle baisse en motivation, c'est dur parce qu'il faut la remotiver. En général, quand ils sont deux, tu vois, les success stories en général. T'as un équilibre. On pourra me contredire, je pense. Mais les success stories en général, t'as plusieurs personnes qui font des choses. Après, c'est notre vision, tu vois. C'est pas tu vois, dans mon associé, souvent, t'as pas mal de gens qui sont à plusieurs et en général, ça fait de belles choses parce que les gens, ils ont une vision aussi qui veulent aller loin et il y a 2 fois plus d'impact, tu vois. Et les synergies quand t'es plusieurs. Et t'as toujours le et le mais, comme on avait dit la dernière fois, tu vois. Et le mais. On a parlé, mais la fois, mais il y a beaucoup de pertes d'informations par rapport au podcast. En fait, c'est un podcast totalement différent finalement. Celui-là, si on te demandait de payer, tu paierais combien pour. Celui-là, franchement, pour réavoir l'ancien podcast, juste pour mettre. Franchement, je suis capable de payer. Ouais, moi aussi. Ouais. Moi, je mets la main à la pâte. Les gars, on partage. Du coup, on peut là. Ouais, mais bon, c'est pas. On espère que celui-là, on va pas le faire. Mais on pourra en faire plein des podcasts. Franchement, on peut faire des thématiques. Là, ce qui est intéressant, c'est que là, je vous écoute. Souvent, en plus, je suis plus bavard qu'aujourd'hui, mais là, aujourd'hui, c'est très intéressant parce que je pense qu'on donne de la richesse aux viewers et aux auditeurs, tu vois. J'espère. Ouais, non, c'est clair, parce que moi je vous écoute et ça travaille, tu vois. Parce que l'entrepreneur, il est comme ça, il gratte, dès qu'il y a un truc à gratter, il gratte et il faut que ça m'arrive. Mais en fait, c'est un truc qui est très difficile à faire comprendre, surtout quand vous avez une équipe. Je vous souhaite d'avoir une grande équipe bientôt. C'est quand tu as une équipe, ta vision,
vous êtes complémentaires. Vous êtes des frères jumeaux, en plus vous êtes des frères. Donc on va dire que l'information, elle va passer rapidement. Toi, elle va être plus difficile à passer avec tes clients. Moi, l'information, dans ma tête, elle va faire toute seule. Elle va faire bing bing dans ma tête toute seule. Tu vois. Et après, quand je vais transmettre l'information à mes équipes, certains vont suivre, certains vont pas suivre. Mais c'est beaucoup plus difficile pour moi de faire comprendre ma vision à une équipe pluridisciplinaire que certains vont me suivre, ils vont me suivre. Et après, quand on prend du recul, il faut que je prouve par le résultat. Ah, t'as vu, finalement, ça a marché. Tel le 24 heures, finalement, ça a marché. Finalement, le talk, ça a marché. Finalement, le post café, ça a marché. Mais au début, je vais avoir du mal à appliquer mon idée. Et moi, je ne force pas à appliquer les idées parce que si tu forces, du coup, ça devient tes salariés. On a les messages là. Voilà. Et donc, je ne force pas. Je pose toujours la question en mode qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, t'as raison. C'est important parce que. Est-ce que t'as mieux à proposer en vrai ? Mais moi, quand je veux faire passer un message, en général, je passe par Samir. C'est l'art de convaincre. Ça va me faire passer pour un manipulateur. Non, pas du tout. C'est juste je parle pas de toi, je parle des. Non, il sait trouver les bons mots et expliquer en fait sa démarche et c'est quelqu'un, on dit de lui qu'il a un discours assez synthétique, tu vois. Donc en gros, il va venir, il va t'apporter, il va dire on a vu ci, ça, ça et ça. Et en fait, il va avoir un peu ce raisonnement en entonnoir et arriver et dire l'esprit de synthèse. L'esprit de synthèse, je pense que ça serait bien pour ci et ça. Donc en gros, il va te convaincre. Et puis après, on essaye, ça fonctionne pas, on lui tape dessus. Je vais prendre cette séquence pour le personal branding. Par contre, c'est mon frère jumeau, ils vont penser que je m'auto-complimente. Ouais, c'est pas ouf. Non, ça va faire bizarre. Ça va faire du personal branding. Ouais. Non, même pas. Moi, je le dis en toute transparence. Non, moi aussi, c'est ça. Vas-y, s'il te plaît, vas-y, dis-leur, tu vois. Même dans la manière dont tu parles, ça s'entendra lors du podcast, tu vois. Mais c'est important. En fait. Ça met en avant aussi votre agence, parce que nous, aujourd'hui, on travaille ensemble. Café Crème UAE, c'est quand même Samir et Mounir, on peut le dire. Merci. Et donc, c'est même un honneur pour nous d'avoir des équipes comme ça. Et en fait, hoster un podcast, si on reçoit Mounir la prochaine fois, je sais que je ferai confiance à Samir ou Mounir. Mais en fait, c'est l'inverse. Mais il faudra s'ils me suivent derrière. Mais en tout cas, ça permet d'avoir deux visions, tu vois. Parce que des visions, en fait, on se complète dans la vision. Je suis totalement d'accord. Mais le plus dur, vraiment, c'est de faire admettre ou de faire comprendre une vision à des gens qui ont du mal à accepter cette vision, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et parce que des fois, comme tu peux paraître un peu condescendant, ou vas-y, mais de quoi ils se mêlent. Ils ont l'impression de tout connaître, ils ont accompagné le monde. Mais en fait, non, c'est parce qu'en fait, on a vraiment accompagné du monde, déjà, la première chose. Et le retour d'expérience qu'on fait aujourd'hui, c'est gratuit. Ça, ce qu'on fait, cette discussion-là, tu l'as fait payer d'une masterclass. Tu mets une tête d'affiche, les gens payent. Là, c'est gratuit. Les gens, ils écoutent. Mais gratuit, c'est pas bon. Moi, je le dis. Gratuit, parfois, c'est pas bon parce que les gens n'ont pas conscience de la valeur que tu es en train de communiquer. Ouais. En fait, quand tu. Mais moi, le premier, tu vois, demain, derrière, il y a un pote à nous qui t'avait fait payer des audios, genre. Sans Mounir, il est très joueur, tu vois. Il avait fait payer des audios. Pas écouté. Oui, mais il t'avait quand même fait payer des audios à 100 €. Je crois qu'il avait mis un montant, je sais plus c'est quoi. Il m'a dit, il y a une série de vidéos, mais je peux le saluer. Ouais. C'est Brahms. Ouais. Il m'a dit, il y a une série de vidéos, et il m'a dit, elle est archi intéressante, tu vois. Ouais. On a bossé ensemble avec lui, c'est quelqu'un très smart. Très smart, tu vois. Et du coup, il y a une série de vidéos. Il me dit, ouais, je dis, envoie-la moi. Il me dit, elle est archi intéressante. Il me dit, non, j'ai payé pour la voir. Je dis, mais envoie-la moi. C'est des audios sur WhatsApp, genre. Non, c'est des audios. C'est des audios sur WhatsApp. Une série d'audios ou de vidéos, genre YouTube, mais tu vois. Et il m'a dit, donc du coup, faut que tu me payes. J'ai payé 100 balles. Il m'a dit, moi, tu me donnes 100 balles. Et il m'a dit, et genre, je t'envoie les. Parce que ça a de la valeur. C'est quelqu'un de très généreux, hein, c'est pas quelqu'un de. Il m'a dit, comme ça, au moins, tu auras conscience de la valeur. Même si tu les laisses dans un coin, je sais qu'un jour, dans ta vie, tu les regarderas. Et il a raison, il faut que je les regarde bientôt. Ouais. Je lui ferai un retour. On n'a pas beaucoup de temps, mais on va essayer de les écouter et de les regarder. Et en fait, en fond. tout Sinon, ça, je donnerai raison. Voilà. Mais tout ça pour dire, bon, finalement, Mounir, il les a pas regardés, il les a pas écoutés. Pas encore. Parce qu'il est très occupé. Mais tout ça pour dire que, en gros, parfois, il faut donner de la valeur à son savoir. Et on avait cette discussion. Nous, on fait beaucoup d'allusions à Oussama Ammar et tout ça, parce que Mounir, il est issu. Tu vas parler de Better Call Ous ? Ouais. Il est issu. La connexion. Il est issu, Mounir, du monde de l'entrepreneuriat. Et du coup, des incubateurs, il était à Station F avant, en 2016. Il squattait The Family au début. Ouais, il est dans certaines vidéos de. Beaucoup de valeur. Ouais. Là, ils sont ingrats, j'aime pas les ingrats. Mais Oussama Ammar, genre, c'était
c'est pas pour le. Il a eu un petit bad buzz sur les réseaux, mais en vrai, quand tu creuses un petit peu, il y a énormément de valeur dans ce qu'il dit. Et il avait cette discussion avec une personne qui était incubée chez Station F et qui a dit à Mounir, t'as vu ce qu'il a fait Oussama Hamar avec son Better Call Ous, c'est un ouf, il fait payer, je crois, 250 balles l'heure. Et Mounir, il lui dit, mais il vient de passer 1 heure avec elle au téléphone, elle lui demande des conseils en marketing. Et Mounir, il lui dit, c'est un génie en fait. Pourquoi ? Non, mais c'est un ouf, genre, il n'y a rien de. C'est quoi de faire payer sa communauté 1 heure ? Il dit, mais tu vois, des appels comme toi, tu fais là aujourd'hui. Il lui dit, j'en ai en moyenne peut-être 5, 6 dans la semaine. Tu vois, où les gens me demandent, ont besoin de confronter une idée, ont besoin d'avoir un peu d'informations. Il dit, si je les prends tous ces appels, il a dit, heureusement, je les prends pas tous, ça va dépendre de la proximité que j'ai avec la personne, mais si je prends tous ces appels, je peux perdre jusqu'à 1 journée de travail effectif dans la semaine. Et le fait de perdre cette journée de travail effectif, au final, ça a un coût. Donc si c'est un consultant qui délivre une expertise, en fait c'est du temps qui passe pas sur autre chose et du coup c'est de la valeur financière que tu perds. Ça a un coût. Mais j'avais parlé du coup avec un pote à moi et je lui avais dit faut faire la même chose, genre tu mets un lien, il y a un Calendly, les gens veulent prendre une session avec toi, c'est comme dès que tu veux parler avec un avocat, tu vois. Je veux parler avec un avocat aujourd'hui, la première discussion, peut-être pas la première, donc tu vas pouvoir lui expliquer ton cas, mais si demain tu veux avoir une réponse à tes questions, donc si tu lui dis par exemple j'ai un litige par rapport à ci ou ça, il va dire ok. Je suis en mesure de te répondre. Je suis en mesure de te répondre. Il va dire j'ai une série de questions. Il va dire je vais te donner un rendez-vous et je vais te répondre à ta série de questions. Tu vois, demain tu veux appeler un fiscaliste, il va dire par exemple c'est 500 € et je vais te répondre à tes questions. Et donc du coup il va te répondre à tes questions pendant 1 heure et où il va te donner un créneau dans lequel il va répondre à tes questions et tu vas le rémunérer par rapport à ça parce que tu sais que ça va te rapporter de l'argent. Et je pense que il y a plus de personnes qui devraient le faire, en tout cas pour qu'on puisse prendre conscience que le temps, finalement... il a une valeur. Il a une valeur. Et, le temps, il a une valeur. Et quand tu prends le temps de quelqu'un... Celui qui ne monétise pas son temps, il a pas compris. Et d'ailleurs, c'est l'une des erreurs dans les projets. On en parlait encore récemment. C'est tu as un investisseur qui ramène de l'argent. Tu as d'autres personnes qui vont travailler sur le projet. Et le projet, il peut durer 6 mois, parfois des longs projets. Il y a des mecs qui vont mettre leur vie en stand-by. Il y a des mecs qui vont dire, moi je passe l'argent. Le mec, il est surdiplômé et c'est des personnes super intelligentes autour de la table. Donc préjudice, 6 mois à ne pas bosser, à bosser en full focus sur un projet, là t'es pas en train de... Tu prends des ressources qui facturent peut-être 15-20K par mois. On va taper en bas, on va taper à 15K par mois. 3 ressources, ça fait 45 000 € par mois. Quel est le préjudice finalement sur 6-7 mois passé à ne pas travailler? Ouais, même avant de parler de préjudice, en tout cas, ça a une valeur. Ce truc-là, ça a une valeur. Et il faut le compter dans la budgétisation d'un projet. Donc, je conseille à des personnes qui ont un daily rate qui est déjà assez élevé, que ce soit pour du développement, que ce soit du développement de SaaS, de logiciels, de jeux, peu importe ce que c'est, et de mettre en fait cette valeur-là dans la roadmap, tu vois, et de dire ok, toi t'arrives avec l'argent. Non, l'argent c'est le nerf de la guerre. Ça l'était avant sur des projets qui ont une rentabilité qui est pas prouvée très rapidement. Sur des projets où il y a une forte rentabilité avec plus ou moins de risques, plus il y a de rentabilité, plus le travail il a énormément de valeur. Donc ça, prenez-le en compte et mettez-le dans l'équation parce que c'est super important. Si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe un peu moins bien, ce serait dommage de ne pas l'avoir intégré dans l'équation. De manière, aujourd'hui, il y a même un système, tu sais, j'écoutais Moubèche, là, de l'Amnist, qui disait, en gros, qu'il est en train de travailler sur un nouveau calendrier. Et en fait, je me disais, mais calendrier, c'est super bien pensé, mais t'as une fonction dans le calendrier qui permet de payer avant le rendez-vous. C'est gros, trop bien. Ouais. C'est-à-dire que tu bookes ton rendez-vous, c'est vrai, et tu bookes ta journée, et en gros tu payes et tu peux booker le rendez-vous, tu vois. Mais ça, c'est totalement normal. Mais même WeTransfer l'a fait avec le partage de photos, tu vois. Okay. Demain, et ça aide les photographes et les créateurs de contenu. En gros, t'en as plein, je sais pas moi, il y a une session... ça me rappelle. Il y a une session avec un photographe, et par exemple, ils vont dire, toi tu ramènes un photographe, on va dire pour un event, tu vois. Et ils vont dire au photographe, toi tu l'as payé 500 balles, tu vois. Ils vont dire au photographe, vas-y, envoie-moi les photos. Le photographe, il va dire à chacune des personnes, tu vas dire non. Chacune des personnes, on va lui envoyer ses photos, on va lui envoyer un lien, on va lui demander de payer 40 € ou 50 €. S'il veut avoir accès à ses photos, il paye. En gros, il aura peut-être il pourra prévisualiser ses photos, mais on va lui envoyer un lien concernant ses photos et il va participer. S'il veut profiter du shooting, il va participer et c'est un espèce de financement participatif. Toi, ça te permet de couvrir ton event et si les gens ont pris des photos
pour un truc personnel, bah, ils vont devoir payer. Ils ont digitalisé les photos de classe. WeTransfer l'a fait, ouais, ils ont digitalisé un peu ce qu'on avait dans les photos de classe, tu vois. Ils le font, ouais. Même à Dubaï, c'est digitalisé à fond. Mais c'est important. Mais oui, c'est important de pouvoir. En fait, parce qu'il y en a qui comprennent pas, comme il disait Samir, et on revient à ce qu'il disait avant, que finalement, le marketing ou le consulting ou l'accompagnement ou tous ces métiers un peu du tertiaire, c'est des métiers à part entière. Même si on ne dirait pas parce que les gens sont devant un PC en train de boire un café, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils bossent pas. Bah, finalement, quand il t'accorde de son temps, bah, finalement, c'est du temps qui passe en moins sur ces projets. Et c'est de l'expérience, surtout. C'est de l'expérience et tu vas payer exactement. Bah, en fait, c'est un truc c'est commun dans certains domaines, comme le domaine de l'expertise fiscale, ou chez les avocats. Ou sur ce que vous faites avec le portage, tout simplement. Mais pour le portage, c'est pour ça qu'en fait, on a changé un peu le mindset. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dis aux équipes, essayez de passer le moins de temps possible sur des leads froids. Ouais. Parce qu'en fait, ça apporte pas de valeur. C'est ça. Et passer plus de temps sur les tubes, j'apprends rien. Logique. Mais tu vois, dans l'outil de Moubesh, là, je crois que c'est Grégory Moubesh, je me rappelle plus son prénom, bref. Il a mis en place un système où, en gros, quand tu peux prendre le rendez-vous uniquement si tu as rempli certains critères. En gros, le truc, il va te dire, ok, tu as le nom, prénom, ok, c'est le truc de base, l'email, ok, classique. Mais derrière, en fait, tu as d'autres critères. Ces critères-là, l'IA même peut travailler dessus. Donc, il va aller checker LinkedIn, il va prendre plein d'infos. Et ensuite, il va te catégoriser ton lead et il va te dire, ok, lui, c'est un lead chaud. Okay. Et quand il prend rendez-vous avec toi, quand le rendez-vous a été pris, c'est que tu sais que là, ce rendez-vous-là, normalement, tu as 30% de transformation en plus que si c'est juste un calendrier, tu cliques et ok, j'ai pris rendez-vous avec Nassir ou avec Adil, etc. Je crois que j'ai vu la pub de ce truc-là. Ouais, c'est dans un des podcasts de Oussama Ammar et Yomi. Okay. Ouais, ça apparaissait au début, tu vois. Moi, on l'a testé, nous, en fait. Et effectivement, c'est archi bien fait. Mais c'est des choses auxquelles tu penses pas au début parce que tu te dis. Et au début, je pense que c'est comme c'est cycle. Hein, tu te dis au début, mon temps, il est gratuit. Ouais. Mais c'est faux, t'as raison. Moi, c'est trop important de mettre de la valeur. C'est super important. Et même quand tu parles, t'as des gens, ils vont te dire t'as plein de valeurs sur internet, t'as plein de podcasts. Là, on a dit plein de choses. Il y a des choses inintéressantes, forcément. Pas pour tout le monde. Il y en a, ils vont dire ça, c'est balourd ce qu'ils disent. Et ça va, ils m'ont rien appris. Mais parfois, le fait d'avoir les idées qui se remettent en place dans ta tête, bah, ça a un prix. Ok, il y a 80% ou 90%, tu le sais déjà, super. Mais le 5 ou 10% que tu vas apprendre, quel est l'impact qu'il va avoir sur ton business ou sur ta vie, si tu le mets en action, sur ton mindset, si tu le mets en action, tu vois. Et en fait, va pas quand tu vas manger, tu vas pas chercher la satiété forcément, tu vois. Parfois, bah, t'as les 10%, ils vont t'aider. Et la vidéo, forcément, quand tu vas lire, voir, apprendre, voyager, ça va t'apporter quelque chose. Je ne vais pas dire que dans un voyage, il n'y a pas pendant 15 jours, c'est pas la folie, tu vois. Mais il y a des c'est 2 jours qui t'ont permis de. Tu auras 2 jours qui vont te permettre de faire un travail d'introspection, de repenser à ta vie et de repartir sur un bon pied. Et donc tu vas pas juger le voyage tu vas le juger sur sa totalité, mais les petits jours où tu t'es retrouvé peut-être tout seul au bord de plage. Bali, on a fait 2 mois. Genre les jours que j'ai kiffé, c'est Gili Island, c'est 3 jours dans 2 mois, tu vois. Ouais, voilà. Et c'est 3 jours qui te permettent de te recentrer sur toi-même, de te poser des questions, et il y a plein de trucs intéressants. Et du coup, si on le rapproche à nous, tout simplement, à notre quotidien, bah en fait, moi, à un moment, je me suis dit, bah, en vrai, sur le premier rendez-vous, je devrais mettre un calendrier et mettre le truc genre, même si tu veux le faire gratuit, ok, genre tu veux pas paraître prétentieux auprès des gens qui te demandent de l'aide et tout, tu mets un truc à $99, par exemple, le call, c'est pas très cher. Et tu mets genre prix barré 0. Ok, bah tu sais quoi, book ton call avec moi. T'as mon calendrier, il est à jour en ligne. Book ton call. Mais tu vois, rien que le fait de voir le $99 prix barré et 0 $. T'as mis une valeur. Tu vois. Et c'est en gros, je veux pas dire que je te fais une fleur, mais le temps, il a un prix. Considère que et toi, déjà, le rendez-vous, tu vas le reconsidérer. Et en plus, même, la personne, c'est exactement comme la vidéo, elle va vouloir tirer le meilleur du rendez-vous. Et donc, du coup, ça sera intéressant pour toi et pour la personne. Win-win. Mais pour ça, il faut travailler. Et même nous, genre, on a eu énormément. Exactement, ça joue, ça passe par là. Ouais, parce que les gens, ils vont te faire confiance. D'ailleurs, pour faire un retour de la stratégie qu'on a appliquée la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, on a fait le podcast sur le personal branding, il y a 2 semaines, du coup. Et on a mis en place les actions pour, notamment, apporter de la valeur à notre personal branding personnel ou pour Café Crème. Et en 1 semaine, je crois qu'on a jamais reçu autant de messages. Pour dire le contenu était intéressant, etc. Donc ça a apporté de la valeur, on est content. De 2, des leads. Parce que les gens se sont dit, finalement, je crois que Nassir m'avait dit tout à l'heure qu'il y a un gars qui l'a reconnu à la mosquée. Et le gars, c'est un directeur d'opération pour un grand groupe et qui peut prendre rendez-vous avec nous pour discuter un peu de ce qu'on fait. Ok, c'est incroyable. Tu vois, c'est des petites choses. Hein.
Mais en fait, c'est dans ces petites choses-là que, in fine, quand tu vas inonder les ondes, je crois que c'est un rappeur qui dit ça, j'inonde les ondes. Je sais plus c'est quel rappeur, faut que je retrouve, mais effectivement, c'est exactement ça, c'est à l'époque. Hein. Inonde les ondes. C'est-à-dire, en gros, t'es là, tu te rends visible. Tu vois. Pourquoi un contenu comme on reparle encore d'eux, mais sans permission qui dure 2h45, tu dis, mais comment ça peut marcher un truc qui dure 2h45 ? Les gens aiment le long format. Les gens aiment le long format. Et aujourd'hui, autant on balance énormément de shorts, mais les shorts, c'est pour attirer sur du long format au final. Tu le vois sur TikTok, c'était des très courtes vidéos au début, parce qu'en fait, ils voulaient ramener du monde sur la plateforme, et c'est ce qui a ramené du monde. Le truc a fonctionné, et maintenant, ils sont passés sur de la rémunération que si tu mets plus d'1 minute, parce qu'en fait, en moins d'1 minute, tu mets un peu moins de valeur. Certains jouent avec ça, mais tu as des vidéos qui sont captivantes, tu vois, pendant 1 minute, et le travail, il est totalement différent, et c'est ouf. Mais par contre, sur Café Crème, petit point, tu sais que depuis qu'on avait fait la première session avec le post LinkedIn et tout, j'ai reçu grave des messages des personnes qui me disent mais non et tout, Café Crème, je les ai déjà vus passer, et en gros, c'est ouf que vous faites. Du coup, William, si tu peux monter les vidéos archi rapidement. Elle est prête. Ah, c'est bon, c'est juste toi qui veux qu'on ouais, c'est parce qu'en fait, en fait, on voulait pas. Comme on avait du très bon contenu. Et en fait, du coup, on a pris une nouvelle strat qui faut cadencer, t'as raison. Ouais. Et non, mais même dans le cadencement, en fait, j'ai parlé avec un pote à moi qui est dans le cinéma et qui est dans l'audiovisuel aux États-Unis. C'est pas un mytho. Faut connecter avec quand tu dis, ça fait bizarre. Faut le connecter avec Made in Touch. Non. Oui, on peut oui, d'accord, pour cette partie-là, ouais. Mais lui, de quoi on parlait, c'est qu'il disait, Imran, ton contenu, il est super intéressant sur Café Crème, etc. Et il m'a dit, mais tu sais, il faut qu'on t'habitue les gens à avoir un rendez-vous. Exemple, tu sais que le journal, le quotidien là sur voilà, c'est telle heure le lundi, mardi, mercredi. Tu sais que l'after-foot c'est telle heure, de telle heure à telle heure. Il m'a dit Café Crème, faut que tu fasses la même chose, tu rentres dans la tête des gens. C'est-à-dire qu'en gros, tu dis le talk, c'est samedi 19h. Il a raison. Ouais. Et la pause café, c'est le rendez-vous du mardi 19h. Toi et moi, on est un peu en freestyle, tu vois. Ouais. On est à peu près les mêmes profils. C'est clair, c'est pareil. Genre, on est en mode ouais, tranquille, ça va arriver, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y en a qui sont un peu psychorigides et qui ont ce besoin d'avoir un peu soit la cloche et ils se disent j'ai mon rendez-vous du vendredi soir. Ouais, c'est clair. Donc c'est vrai que pour nous, c'est difficile d'avoir cette vision, mais je pense que les gens, ils en ont besoin. Donc la R&D mis en place dans le contenu, je vais voir un truc, mais le contenu télé, plus personne ne consomme la télévision. Enfin, si, plus personne de notre génération. D'accord, les gens qui consomment la télévision. Mais la télévision, dis-toi que c'est la R&D qui a été mise dans les émissions de télévision, dans les séries télé, etc. C'est énormément d'argent. En fait, tu reprends. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui sur YouTube, pourquoi ça marche ? YouTube, les émissions qui fonctionnent sur YouTube, c'est des émissions qui peuvent totalement être adaptées à la télévision. Ouais, je suis d'accord. C'est des concepts où tu rends addict les personnes comme Squeezie qui l'a fait avec son émission. Même moi, je l'ai regardé pour dire j'attendais l'épisode d'après avec insistance. Le truc là, comment on appelle ça Moi, je suis un très mauvais consommateur de YouTube. Moi, je suis un gros consommateur de YouTube. Mais ouais, mais je comprends. C'est très bizarre parce que ça m'irait moins. C'est trop bizarre. On en parlait encore il y a 2 jours. Moi, je suis à fond. En fait, YouTube, parce qu'en fait, c'est le format. C'est trop bien. Les formats long format, c'est sur YouTube déjà. Oui, c'est vrai. Et les shorts te ramènent vers ces formats-là. Mais en fait, moi, je consomme beaucoup plus maintenant. Ouais, toi, ça a changé. Bien changé. Je me suis éduqué à consommer du YouTube, tu vois. Mais YouTube, en fait, ce que je dis, c'est qu'en gros, la R&D qui a été mise dans les séries télé, dans les films, etc., tu le réadaptes dans notre quotidien aujourd'hui, comme le podcast, etc. Ça va marcher. Donc mettre des horaires à une émission, c'est comme à l'époque on avait notre Z. Oui, c'est pas anodin ce que tu me dis, c'est pas anodin. Non, c'est truc. Si vendredi tout est permis, c'est tous les vendredis. Si les émissions, on va pas les nommer. Oui, mais c'est ça. Mais tout est. Ouais, le rendez-vous en fait, il va ramener du monde. Et même ça, c'est de mettre une rigueur et une discipline. Dans le subconscient des gens aussi, leur cerveau va s'en rappeler, tu vois, parce que quand t'as un rendez-vous régulier à 1h de la journée ou dans la semaine. Tu te rappelles quand t'étais jeune, Dragon Ball Z, c'était tous les mercredis. Vous l'avez connu, mais nous c'était mercredi. Non, c'est pas ça. Nous, on n'est pas du tout manga animé, mais. Ah ouais. Non, mais oui, mais je parle de. Mais oui, Dragon Ball Z, c'est un classique. Ouais, le Club Dorothée à l'époque, notre génération à nous, il y a une télé, c'était le Big Deal. Ouais, le Big Deal, c'est quand c'est 19h. Il y avait le Big Deal et il y avait C'est pas sorcier. Ma soeur, elle me laissait pas regarder C'est pas sorcier. Bah, c'était 19h avant le JT de 20h. C'est la guerre tous les soirs. Big Deal, tu vois. Je voulais regarder C'est pas sorcier, elle voulait regarder Charmed. À l'époque. Ouais, mais ça, c'est à 18h30, tu vois. Mais bref, on se rappelle parce que c'est des trucs qui te marquent, qui te nourrissent, tu vois. Et ça, c'est super important d'avoir ce format-là. Par exemple, on sait que il y a des émissions YouTube, tu sais que c'est telle date, telle heure, frère. C'est comme ça. Je suis d'accord.
Mais on mais la régularité, et en plus, ça va impliquer une discipline. Et qu'en fait, tu auras la course à la création de contenu. On va pas créer n'importe quoi non plus. Bien sûr. Mais c'est important. Tu te dis, j'ai un rendez-vous, les gens m'attendent. Genre, limite, si je poste pas, je vais devoir m'excuser, tu vois. Donc, en gros, il y a de l'attente, et l'attente va créer forcément cette rigueur de création de contenu en continu. Ça va arriver. La R&D, elle est gratuite. Tu la prends chez les gens qui l'ont fait. Tu reprends et tu copies. Et pour revenir au main focus, tu vois, donc du coup, on parlait de la R&D et tout ce qui a été dépensé par les chaînes de télévision et les gros groupes pour les événements, médias. Faut pas oublier tout ce qui passe, c'est de la création de contenu et du média pour pouvoir, véhiculer des informations, mais deux, pour pouvoir faire des placements publicitaires. Donc les placements publicitaires, ça date d'il y a très longtemps, et c'est le marketing et les marques qui financent tout le contenu qu'on a à la télévision, en ligne et compagnie. Les gens le font pas pour le fun. Les gens, ils le font pour être monétisés. Au début, ils peuvent le faire pour le fun tant qu'ils n'ont pas compris. À partir du moment où c'est monétisé, ils comprennent qu'il y a de gros enjeux derrière et ils comprennent pourquoi. Donc en gros, ils vont regarder du foot, du ci, du ça, mais il y a de gros lobbies financiers derrière. Il y a plein de tu vois, on vend des produits quand il y a un match de foot ou quand il y a une émission, on voit comment la publicité elle est cadencée à des moments clés de l'émission parce qu'on attend le reste et qu'on est obligé de regarder. Donc voilà, c'est déjà les gens qui ne dépensent pas en publicité, les gens qui ne croient pas en marketing, les gens qui ne dépensent pas leur argent. Allumez votre télé pendant 2 heures et vous allez comprendre, comptez juste le nombre de pubs que vous allez voir, vous allez comprendre que la publicité elle a son importance. Déjà la publicité elle doit être adaptée au format sur lequel on pub. Donc la télé c'est un format différent, YouTube c'est un format différent, TikTok on peut pas faire n'importe quoi et avoir des résultats. Mais par contre la publicité ça a toujours marché, ça marche encore. De toute façon un indicateur qui est simple sur le fonctionnement de la publicité, est-ce que ça marche ? Eh ben regardez des créatives ou regardez des mecs, regardez soit la quantité de pubs qui a été postée par une marque, une grande marque, soit la durée de vie de la créative. Il y a des créatifs qui ont des millions de vues sur des plateformes. Donc si le mec dépense de l'argent, c'est qu'il en gagne. De même, si vous allez dans l'influence marketing, est-ce qu'un influenceur est rentable ou pas rentable ? Vous prenez des mecs qui passent à plusieurs reprises, qui sont repris par une marque ou par un business physique. Je pense. Ouais, Walid Sachs, tout simplement. Genre des mecs, des BC électroniques, tu vois. Il y a des partenariats. Sur Paris, ils font des partenariats. D'ailleurs, il n'y a pas d'influenceurs rentables et pas rentables. Il y a des niches et en fonction de la niche et du produit qui est proposé, il y a une rentabilité. Mais peu importe, quand tu vois des partenariats qui se nouent entre deux personnes, une entreprise et une personne qui a de la notoriété, et ben en fait, quand le fait qu'il y ait une répétition sur un placement, ça prouve la rentabilité du truc. Et du coup, en fait, ça fonctionne bien sûr. C'est que ça fonctionne, tu vois. Donc, est-ce que ça fonctionne ? Oui, ça marche. Comment ça va marcher pour moi ? Oui, mais j'ai pas la garantie de. Ça a fonctionné pour les autres. Donc, si ça fonctionne, tu peux le faire. On en parlait avec Samir. T'en as, ils veulent. En fait, avec tous ces médias et tout, et donc la rentabilité, il y a quelques années, des influenceurs qui étaient ultra rapides, et ben ils veulent tous un ROI super rapide. Ils ont pas de. Ils regardent pas la LTV, la lifetime value du consommateur. Tu vas acquérir un client, mais si le service que tu proposes, il est super bien. Le client il va forcément revenir. Donc peut-être que tu n'es pas rentable sur ta première opération, mais peut-être que c'est un client qui a été fidélisé et qui va venir dépenser, redépenser. Et donc peut-être que l'influenceur ou le créateur de contenu n'a pas été rentable sur ta première opération, mais est-ce que tu as regardé sur 1 an, sur 2 ans avec toi, tu vois ce que je veux dire ? Et donc les gens, ils ont trop... En fait, au même titre qu'on consomme du contenu ultra rapidement, aujourd'hui, les clients ou les gens qui t'accompagnent, ils ont besoin d'avoir un ROI ou un retour sur les dépenses publicitaires immédiat. Ouais, mais ça marche pas, je vais couper la campagne ou je vais couper mes ads. Mais attends. Combien de temps je l'ai entendu ? L'année, elle est longue. Ça prend du temps. Tu peux être break-even, tu peux être genre moi, je vends juste au seuil de rentabilité. Ça va venir. On vend pas des rêves. Hein. Fais des nouvelles créatives. Essaye de créer du nouveau contenu. Peut-être que c'est l'angle marketing qui plaît pas. Peut-être que le produit il doit être amélioré. Il y a plein d'angles sur lesquels tu peux travailler aujourd'hui. C'est la data qui va te driver. C'est la data qui va driver, tu vois. C'est la data et c'est des personnes que tu as derrière leur écran. Et ça prend du temps. Ouais. Tu veux optimiser ton business, écoute les retours que tu as de tes clients. Exactement, c'est la clé. Donc les gars, en fait, ce podcast c'est super intéressant parce qu'on a bifurqué sur le marketing, il y a plein de sujets autour du marketing, le personal branding aussi qui revient. On a donné beaucoup de valeur, je pense, aux personnes qui vont regarder cette pause café.
Et je pense même qu'on peut faire une partie 2 du coup à Paris. On sera tous à Paris, je pense, au mois de juillet. On va essayer de ramener une brand. Peut-être. Ouais, moi je vais vous ramener quelqu'un. On va ramener quelqu'un, on va échanger dessus. Dans tous les cas, les pauses café, ça sera la dernière avant l'été pour nous en tout cas, avant de reprendre sur Paris, je pense. Tu sais de quoi tu veux parler ou pas dans la prochaine session? Moi j'ai une petite idée. Non, j'ai pas de. Moi en fait, il y a le virage du digital. Ça, c'est plus pour l'entrepreneuriat au sens large. Et tu en avais parlé aussi. C'est genre quelles opportunités on peut avoir. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent aujourd'hui comment ils pourraient, je sais pas moi, gagner en liberté géographique, financière. Et en fait, aujourd'hui, il y a plein de leviers et plein de choses qui permettent je sais pas de s'enrichir. Hein. Je parle de vivre de quelque chose qui peut être intéressant. Par contre, ça demande à être agile, ça demande à se faire accompagner, ça demande à être, à être formé sur des domaines. Mais typiquement, tu en parlais tout à l'heure, sur le métier de créatif stratégiste, il y a plein de métiers comme ça, dans la période un peu... le monteur qui va au Népal. T'as plein de métiers intéressants et je pense que ça a créé plein d'opportunités. T'as dit quoi, le monteur qui vendait le monteur qui va déménager et qui va au Népal, parce qu'il veut garder sa liberté géographique. T'as plein du coup. Il y a des métiers, il faudrait qu'on parle un peu de ça. On va pas parler que de ça, mais t'as plus de créateurs de contenu, t'as plus de contenu qui est créé, donc t'as plus besoin de monteurs. Donc t'as plein de métiers qui se créent autour de ça. Ouais, c'est vraiment profiter de toutes ces opportunités là et comment les mettre en application. T'as une idée de boîte pour que les gens. Comment le virage T'as une idée de boîte aujourd'hui, je trouve qu'il y a très peu de boîtes qui accompagnent d'autres boîtes dans la création de contenu. Tu vois, ok, tu vas prendre un monteur, ok, tu vas prendre un gars qui va travailler le son, un gars qui va te donner des idées, comme tu as dit, c'est quoi le créatif stratégiste, etc. Mais une boîte qui arrive à condenser tout ça et à te proposer ce genre de service, aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. T'as des agences avec de la vision. T'en as. Avec la vision, non mais je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire que tu peux en trouver, mais. T'as raison. Ouais, c'est très. Ouais, c'est niche. T'as des gars qui sont ultra chauds dans la création de contenu TikTok ou Instagram, mais ça ne suffit pas aujourd'hui. Je suis d'accord. Tu vois, aujourd'hui, même nous, Café Crème, on accompagne sur cette partie-là, mais on est niveau 1, niveau 2, tu vois. C'est-à-dire que pour moi, le niveau 5 du Super Saiyan, c'est vraiment. Quand tu vois une créa et que tu dis ah ouais, c'est fort. Ouais, il faut être autonome. Ah ouais, c'est fort. Les gens étaient contents. Ouais, c'est ceux qui créent les tendances. Ouais. Tu vois. Ouais. Ceux qui voient ce que font les créateurs de contenu et qui créent les tendances. Mais tu sais, il y a un truc super frustrant, et je pense on stoppe là parce que ça a donné envie d'aller sur la partie 2. Mais aujourd'hui, quand tu as un business, tu passes énormément de temps sur la création de contenu, ton branding personnel, etc. Et du coup, des fois, même limite, tu passes tellement trop de temps que tu oublies l'axe principal de ton business ou de ton activité. Qui, bon, pour nous, on est du coup, il faut déléguer. Du coup, il faut déléguer, mais en même temps, tu dis cette partie-là est importante, donc en fait, ton cerveau, il tape entre les deux. J'y vais, vas-y, je passe trop de temps sur la création de contenu. Là, il faut que je retourne sur mon activité parce que faut déléguer. Et en même temps, tu dois y retourner parce que tu as encore besoin de donner à manger à la communauté. Quand je dis à manger, bon, j'abuse, mais c'est ça, c'est donner du contenu, du savoir, donner de la valeur et de la richesse. Et nous, ce qu'on fait, c'est ça quand je dis nous, c'est nous tous, autour de la table, c'est que tu vas essayer d'apporter de la plus-value. Quand on fait ce podcast-là, ça nous prend du temps, c'est de la valeur. Il n'y a pas forcément de bénéfice derrière. Il n'y a pas forcément de bénéfice derrière, surtout en tout cas, tu ne le mesures pas tout de suite. Mais tu sais que les gens qui vont regarder cette pause café, peut-être qu'ils vont te contacter parce qu'ils ont quelque chose à te demander, un service, une compétence. On a apporté de la valeur aujourd'hui aussi en termes de skills. On sait quel est ton skill, quels sont tes skills, quels sont vos skills, quels sont nos skills. Donc les gens vont nous contacter par rapport à ça, tu vois. Si ça crée juste des déclics chez les gens, franchement, on a gagné. C'est important. Juste des déclics, tu vois, du passage à l'action ou de la réflexion sur leur propre business ou sur l'envie d'entreprendre ou de créer. Moi, j'ai gagné. Parce qu'on consomme du contenu tous les jours et tous les jours, ça réveille en nous certaines choses auxquelles on réfléchissait et ça te permet de faire le point et de prendre. Ça aide vraiment à la prise de décision, tu vois. En général, c'est le contenu que tu consommes qui crée les déclics, comme disait Samir. Et j'espère qu'il y en a qui auront des déclics du coup en voyant la vidéo. On verra bien les retours. Moi, je vais regarder les retours en tout cas. Une thématique qu'on devrait aborder dans une des prochaines pauses café, c'est super important. C'est l'importance du food blogging et l'importance pour un restaurant d'avoir, notamment avec votre application qui va arriver bientôt. Ouais. Tu vois, donc tac, c'est super important parce qu'aujourd'hui, pour moi, un restaurateur, même s'il n'est pas super bon, mais si il prend les bons food bloggers, s'il a une bonne vitrine sur Instagram, s'il a les bonnes reviews sur Google, il cartonne. Alors que c'est pas forcément ouf. Ouais. Mais parce que il souvent, tu le vois dans les commentaires, il y en a qui sont un peu déçus, mais au moins ils ont essayé. Et pour l'entrepreneur, pour le restaurateur, il aura pris sa visibilité,
ses abonnés et peut-être des visiteurs. Soit il arrive à vite recalibrer et avoir un niveau de standing qui est attendu par ceux qui consomment, soit... c'est ça, et après si les restaurateurs ils ont compris les enjeux justement du blogging, des reviews, des retours des clients et comment le référencement naturel fonctionne, en fait derrière c'est encore une fois game changer. Ouais, la puissance, c'est ça, la puissance de tout ce qui est blogging et tout ça, et les influx food. Et aux États-Unis, je crois, c'est à Miami, il y a une carte bleue où les influx peuvent dépenser, je crois, $4,000 par semaine dans les établissements. Un peu comme ça existe ici à Dubaï, tu sais, The Secret Society, TSS. Ouais. Mais en gros, il y a des trucs comme ça où, en tout cas, il y a des stratégies à élaborer pour les restaurateurs et pour les business locaux. Mais bon, la food, c'est vrai que c'est un exemple qui est super intéressant parce qu'on comprend rapidement. Les gens sont intéressés par la food et même que ce soit les restaurateurs ou les gens qui mangent, on est des deux côtés. Et je pense que c'est une thématique qu'il faudrait qu'on aborde. Et on pourra même ramener des food blogueurs ou des restaurateurs. Du coup, on se revoit à Paris, à Londres ou à Dubaï dans un autre lieu. C'est bien. À Londres, j'ai des sacrés spots, les gars. Ok, vas-y, choisis le spot à Londres et nous on te rejoint. Et on rejoint. La date, le lieu et nous on rejoint. Ouais, tu nous envoies. Vas-y, on sera à Paris, on se verra. Vas-y, super. Ça marche. Allez, à plus tard. Ciao.